souvenez-vous. Vous êtes d'accord, difficile d'annoncer les résultats avant que le match ait eu lieu. Et c'est maintenant l'heure des résultats. Alors, au programme des nouvelles rencontres de l'H, tout ce qu'il ne fallait pas rater à l'ASH 2017. Avec les interviews des investigateurs réalisées pour vous à la sortie des sessions. Et avec en plateau la mise en perspective et les commentaires de vos invités. Thierry Facon, Alain Delmer, Mathilde No, Guillaume Cartron, Sans oublier les regards plus transverses de Karine Tarte, Jean Soulier, Adressez vos questions et vos commentaires à Sylvain Choquet. Noël Milpied. Ils n'attendent plus que vous. Noël, c'est à vous. Bonsoir, je vous souhaite la bienvenue à ces nouvelles rencontres de l'H 2017. On va commencer. Première thématique ce soir, le myélome, avec Thierry Facon. Voilà ce qu'on a ramené de Atlanta. 3 sujets top. La première analyse, ça va être consacré à l'étude Alcyone. Alcyone, daratumumab VMP versus VMP en première ligne de traitement de patients inéligibles à l'autogreffe. Ça a été présenté par Victoria Mateos de Salamanque. Deuxième étude, les résultats de l'étude Myeloma 11 en français. L'impact du traitement de maintenance par lénalidomide. Et là, c'était présenté par Graham Jackson, qui vient de Newcastle upon the Tyne, n'est-ce pas? Et la troisième étude, CAR-T-cell, évaluation multicentrique d'un CAR-T-cell anti-BCMA. Et c'était présenté par James Kochendorfer de Bethesda. On va lancer tout de suite les reportages, si vous voulez bien. Really, it's a phase 3 randomized trial in which 706 non-transplant eligible newly diagnosed myeloma patients were randomized 1-to-1 to receive VMP 9 cycles, standard of care, versus daratumumab plus VMP 9 cycles, and beyond the cycle number 9, patients in the experimental arm continued receiving daratumumab as continuous therapy until disease progression. 91% of the patients who received dara plus VMP achieved at least a partial response, whilst 71% of the patients in the control arm achieved at least partial response. But most importantly is to evaluate the quality of the response. And 43% of the patients receiving dara plus VMP achieved complete response, approximately the double in comparison with the control arm. And in addition, it was also evaluated the minimal residual disease, probably the most important prognostic factor predicting progression-free survival in myeloma. And we had the opportunity to see that the addition of the monoclonal antibody to the standard of care VMP was able to increase the proportion of patients achieving minimal residual disease negative, 22% versus 7%. Daratumumab added to the standard of care VMP resulted significantly superior in terms of progression-free survival, overall response rate, complete response rate, no new safety signal, so these results supported the use of dara plus VMP as a new standard of care. Bon, Thierry, première étude en première ligne qui a randomisé daratumumab plus chimiothérapie versus chimiothérapie. Il y a plusieurs questions qui se posent quand même sur cette étude-là. La première question, me semble-t-il, c'est OK, on nous parle de la PFS, pas de problème. On a des informations sur la survie globale chez ces patients-là ou pas? Alors non, on n'a pour l'instant aucune information sur la survie globale. Enfin, la survie, le suivi médian est d'environ 16 mois, donc il faudra attendre encore un moment pour les résultats de survie globale. Pour autant, donc comme l'a dit Maria Victoria Mateos. Donc c'est la première étude d'enregistrement de daratumumab en première ligne de traitement du myélome. Donc en ça, c'est un événement important. L'étude, comme on pouvait s'y attendre, est très positive en fait. C'était c'était vraiment une information très attendue. L'objectif principal est la survie sans progression, comme d'habitude. Et donc, le hazard ratio est à 0,5 avec une médiane de PFS de 18 mois pour le bras contrôle. Le bras contrôle est valide et c'est ce qui est attendu. Absolument, le VMP est valide. Et les 18 mois de PFS médiane est ce à quoi on s'attendait globalement.
Et donc, le VMP daratumumab fera, alors on ne sait pas trop, puisque à 18 mois, la PFS est à 71%, en fait. Donc, on ira probablement entre 30 et 36 mois de médiane de PFS. Enfin, on peut l'imaginer. Pour la survie globale, c'est trop tôt. Moi, je suis très impressionné par les réponses, quand même, parce que ça fait longtemps que nous faisons de l'hématologie. Enfin, surtout toi, oui, c'est dire. ça. Mais ça fait longtemps qu'on fait de l'hématologie. Quand j'ai commencé, il y avait 30% des myélomes qui répondaient quelque chose comme ça. À Lille, peut-être. Bien joué. Mais là, dans beaucoup d'endroits, il y a 90% de réponses. Ça, c'est quand même très impressionnant. Ça veut dire avec Dara-VMP. Avec Dara-VMP. Avec Dara-VMP. Ouais. Et donc 90% de réponses, il y a 70% de VGPR ou plus, il y a, comme elle l'a dit, 43% de réponses complètes, et il y a même 22% de gens qui sont MRD négatifs à 10-5. Et donc ces résultats de réponse sont impressionnants quand même pour des gens qui ont un peu, qui se souviennent de ce qu'on a fait il y a quelques années. Et puis tout ça au prix finalement, la tolérance est satisfaisante. Oui. Ça aussi, on pouvait s'y attendre parce que le daratumumab, c'est un médicament qui est d'ores et déjà approuvé, et dont on a appris à se servir. Mais bon, il y a quelques réactions aux infusions, finalement environ 20%, mais très très peu de réactions sévères. Et puis, il y a un petit excès d'infection dans la partie daratumumab, mais voilà. Rien qui ne soit pas manageable. Rien qui ne soit pas manageable et rien qui pose une réelle difficulté. Et cette situation, alors là, en se projetant un petit peu dans l'avenir, parce qu'il y a aussi eu des résultats, une mise au point sur le daratumumab sous-cutané dans d'autres études. Un jour, ce daratumumab IV bougera vers le daratumumab sous-cutané. Et on peut même penser qu'alors la tolérance pourrait être encore un peu meilleure. D'accord. C'est la fin du VMP et c'est l'arrivée du daratumumab en première ligne de façon quasi formelle. Je crois que c'est la fin du VMP parce que ce sera la fin du VMP parce que là, nous sommes bien placés pour savoir que donc cette étude, elle est maintenant dans le New England Journal of Medicine, elle va être soumise aux autorités dans l'année 2018. Et donc là, nous ne pouvons pas parler pour l'Agence européenne de médecine, mais en admettant que ce traitement soit approuvé, disons, à la fin de l'année 2018, ensuite, il devra franchir les étapes dans différents pays, et dans le nôtre, les étapes ne sont pas réputées simples aujourd'hui. Et donc, c'est un traitement, là aussi, c'est difficile à dire, mais c'est quand même un traitement de 2019 ou de 2020 et pas un traitement de 2018. Mais à partir de ce moment-là, je pense que ça fera disparaître le VMP, parce que quand une étude de phase 3 frontale compare un A à B et montre que B est supérieur à A, le A disparaît finalement. Donc, oui. Oui, mais le VMPRS sera remplacé par quelque chose d'autre, en association avec du daratumumab en première ligne ? Moi, je crois que le VMP daratumumab s'établira. Le VMP simple, je pense, disparaîtra. Ensuite, le paysage des années 2020 plus, alors là, on se lance dans des spéculations, mais il y a des tentatives pour faire approuver le VRD, en fait, le bortezomib, lénaludomide, dexaméthasone. On verra si elles sont couronnées de succès, mais ça pourrait bien arriver. D'ores et déjà, mais ça c'est vraiment pour les années après, il y a des essais qui démarrent avec la plateforme VRD, VRD plus ou moins des anti-CD38. Et puis, il y a, s'agissant du daratumumab, il y a une autre très grosse étude qui suit cette étude Alcyone, qui est l'étude MAIA. L'étude MAIA, c'est RD contre RD daratumumab dans la même population. Et là, l'étude MAIA, elle suit l'étude Alcyone de 12 à 18 mois, quelque chose comme ça. Donc, on va voir différentes étapes. Le VMP daratumumab, le RD daratumumab, le VRD et puis le VRD plus ces molécules. Une place avant l'autogreffe ? Pardon ? Une place avant l'autogreffe pour le daratumumab ? Il y aura une place pour le daratumumab avant l'autogreffe, mais pour ça, il faudra, je pense, attendre un peu. En tout cas, si on reste sur ce qui va être approuvé, parce que ce que l'on fait avant l'autogreffe, c'est du VTD ou du VRD. Donc là, l'événement suivant, c'est l'étude
qui est une étude de l'intergroupe francophone du myélome, qui est l'étude VTD contre VTD daratumumab en induction et en consolidation. C'est l'étude qui s'appelle Cassiopée, qui est dirigée par Philippe Moreau. Et donc, cette étude Cassiopée, elle produira probablement des premiers résultats à la fin de 2018, ou de toute façon en 2019. Mais là aussi, il faudra que tout ça... C'est une étude d'enregistrement, donc il faudra qu'elle franchisse un certain nombre d'étapes. Mais ce que l'on va commencer par voir, c'est VTD daratumumab encadrant l'autogreffe. Très bien. Un des points importants de cette étude, tu l'as souligné Thierry, c'était de dire qu'avec le bras VTD daratumumab, un taux de maladie résiduelle négative avec une sensibilité à 10-5 avait été obtenu. Je pense que c'est le moment peut-être de nous tourner vers nos experts transversaux et donc de demander à Jean Soulier de nous faire un tout petit peu le point sur la MRD à la SH, à la faveur de cet essai et peut-être d'autres également. Oui, merci Noël. Oui, il y a eu effectivement beaucoup de MRD à cette ASH. Et en gros, la MRD s'impose dans toutes les études cliniques. Alors, c'est beaucoup observationnel en ce moment. On sait que la MRD a une place dans les LL, dans les LMC depuis très longtemps. Mais ça s'impose dans les LLC, dans les LM. On va voir qu'on a un essai LLC où il y avait une adaptation du traitement sur la MRD. Pour ce qui est du myélome, il y avait en particulier un abstract qui est le travail de l'IFM et d'Hervé Avelloiseau, où, alors je ne sais pas s'il y a des positifs passes, mais on voit là qu'il y a une courbe de survie, une courbe qui est tout à fait différente pour les MRD qui sont négatives à 10,6. Alors là, c'était fait avec des techniques de NGS qui s'imposent un petit peu partout. Et c'est vrai que quand on parle de MRD, on parle avant tout de la réponse au traitement et de la valeur pronostique. Donc c'est bien pour les patients, pour leur indiquer et puis pour voir ce qui va se passer. L'étape ultérieure de la MRD, c'est stratifier les traitements. Au mieux, dans les LAL, aujourd'hui, on stratifie les traitements en renforçant la thérapeutique sur des endpoints de MRD. Donc ça, c'est encore quelque chose qui est en observation. Il faut voir si la MRD prend sa place dans les autres pathologies pour cela. Et puis un point très important, c'est le fait que peut-être ça pourrait être un surrogate pour les essais thérapeutiques, c'est-à-dire pour ne pas attendre trop longtemps, mais pouvoir dire, voilà, on peut conclure sur une efficacité du traitement sur la MRD. Puis un tout petit dernier point, c'est qu'on peut maintenant peut-être le faire, en particulier dans les pathologies un peu plus tumorales comme le lymphome, sur des biopsies liquides, sur l'ADN circulant, mais bon, c'est un point qui sera évalué dans les prochaines années. Très bien. On va profiter de la participation de brillants biologistes. On a parlé MRD, on a parlé daratumumab. Est-ce que c'est simplement un anticorps anti-CD38 basta ou est-ce qu'il y a des implications sur l'immunité ? Alors effectivement, le daratumumab, c'est l'avantage d'un anticorps qui à la fois cible directement la tumeur, et on le sait tous, la cellule qui exprime le plus de CD38, c'est le plasmocyte, qu'il soit d'ailleurs normal ou tumoral. Et donc on est bien sur un anticorps qui se fixe sur le CD38 et qui va, comme d'autres anticorps antitumeurs, activer la cytotoxicité dépendante des anticorps, ce qu'on appelle l'ADCC, qui est médiée par les NK, la phagocytose dépendante des anticorps, ou l'ADCP, qui est médiée par les macrophages, et la cytotoxicité dépendante des anticorps, ou CDC, qui est médiée par le complément. Et donc, tous ces éléments-là vont aller détruire la cible. Il y a quand même une chose aussi un petit peu particulière dans le daratumumab, c'est que la molécule CD38, c'est une enzyme qui agit notamment sur le métabolisme de l'adénosine. Et l'effet que ça peut avoir sur l'inhibition de ce métabolisme va contribuer, avec un effet anti-apoptotique direct, à diminuer la croissance de la tumeur. Donc un effet antitumoral bien démontré. Et puis à côté de ça, la molécule CD38, c'est pas du tout exprimé que sur les plasmocytes, et c'est exprimé à un niveau inférieur sur beaucoup d'autres cellules. Et des travaux récents semblent démontrer que des cellules immunosuppressives, que ce soit les lymphocytes B régulateurs, T régulateurs ou myéloïdes suppressives, expriment cette molécule CD38 et vont pouvoir être déplétées par le daratumumab, ce qui va contribuer à avoir une immunité antitumorale activée et donc à éradiquer le clone plasmocytaire. Oh, encore un traitement immunochmol alors finalement. Exactement. Tu sais que j'aime bien les trucs immunochmol. Ah ouais. Non, mais tu ne nous as pas fait le macrophage quand même. Moi je rêvais que tu nous fasses le macrophage. Mais Je le ferai une prochaine slide. Tout à l'heure. Pas de souci. Avant de quitter le daratumumab pour aller vers d'autres horizons, il y a eu d'autres utilisations qui ont été montrées à cet ASH du daratumumab. Il y a en particulier le daratumumab et l'amylose Oui. qui a produit quelques résultats intéressants. Alors ce sont des études de phase 2 sur des effectifs relativement modestes. Il a été présenté une étude américaine et une étude de l'IFM.
qui a été dirigée par Muriel Roussel. Et dans l'étude de l'IFM, où voilà, il y a quand même quelques dizaines de patients, le taux de réponse sur des amyloses en rechute avec du daratumumab seul, en fait, est à 60% de réponse, en fait, donc avec une tolérance. Alors c'est le même schéma que le schéma du myélome, la tolérance est la même, et les patients répondent et répondent vite, en fait, au moins sur le plan biologique. Donc je pense que on peut dire avec bonne certitude que le daratumumab va être un médicament de l'amylose, va aussi à vocation à être combiné dans l'amylose à d'autres choses. Et ça, il a un certain nombre d'avantages parce que à partir du moment où la toxicité principale, ce sont les réactions à l'infusion, comme on dit, et que le sous-cutané en fera même a priori encore un peu moins, on n'ajoute pas, on n'a pas de toxicité cardiaque, on n'a pas de toxicité rénale, et donc donc installé durablement dans le paysage du traitement des proliférations plasmocytaires. Et peut-être, j'aurais tendance à dire que ça va être un médicament majeur de l'amylose. Un médicament majeur de l'amylose. On va avancer. On va passer à la deuxième étude qui va nous arrêter quelque temps, qui est l'étude myéloma 11. On y va ? The data I've just presented from the myeloma 11 trial was on the outcome from our maintenance randomization. So across our study, for both transplant eligible and transplant ineligible patients, they were randomized on a one-to-one basis between observation and Revlimid maintenance. We randomized over 1,900 patients, 1,971 patients. Over 1,200 patients were randomized in the transplant-eligible arm of the study, and over 700 patients were randomized in the transplant-ineligible arm of the study. We found across the study, in both transplant-eligible and transplant-ineligible patients, a highly significant advantage in terms of PFS. In the transplant-eligible patients, there was a PFS gain of nearly 27 months with a hazard ratio of less than 0.5, so a very significant result. The improvement in PFS for the older patients was less, but nevertheless very significant for that group of patients. That Revlimid maintenance benefits all patients in terms of progression-free survival, regardless of their factors of disease. There is an overall survival advantage to our transplant-eligible patients, which is very clear. This is at the expense of very little in terms of additional side effects, and I think this completes the case for Revlimid maintenance. Bon, Thierry, encore. Le Revlimid, c'est bon? La maintenance pour tout le monde? Je dirais qu'il faut faire de la maintenance après autogreffe pour tout le monde. Du reste, c'est ce que l'Agence européenne de médecine a approuvé. Et elle a approuvé de façon spécifique de la maintenance continue et elle a approuvé de la maintenance jusqu'à progression. Donc après, il y a un certain nombre de nuances dans la discussion qui peuvent venir. Bon, ce qu'a présenté Graham Jackson, c'est, encore une fois, c'est une très grosse étude de phase 3, près de 2000 malades, 700 patients âgés, 1200 patients éligibles à la greffe, avec étude complexe, mais avec une randomisation lénalidomide contre pas de lénalidomide, et un schéma de lénalidomide qui est différent de ce qui a été approuvé, puisque en fait a été approuvé continu, et là il y a 21 jours sur 28. Et alors? Alors ça peut paraître une nuance, on peut dire oui, voilà, mais pas plus simple tous les jours comme ça. Je pense que n'oublie pas. Là ça reflète que mon point de vue personnel, mais je pense que c'est plus simple. Et à titre personnel, je trouve qu'il y a des arguments pour faire 21 jours. Ces résultats sont, la PFS est doublée. Et il a un bénéfice de survie, ça par contre, ça n'a pas été aussi montré que ça. Bénéfice de survie chez les patients éligibles à la greffe. Et aussi, ce qu'il n'a pas précisé, il a un bénéfice de survie chez les patients qui sont à haut risque cytogénétique. Donc, en revanche, il n'a pas de bénéfice de survie chez les patients âgés, pour des raisons qui ne sont pas si simples à expliquer. Mais j'aurais tendance à dire que le schéma à 10 mg 3 semaines sur 4 est très convenable. Et même s'il n'est pas celui de l'AMM, à titre personnel, je préfère celui-là, je dirais. Une meilleure tolérance? Ça a forcément une meilleure tolérance parce que
Bon, la tolérance, comme il a été dit, est très acceptable. Pour autant, on sait bien que quand on a du lénalidomide d'entretien, on a quand même un peu de cytopénie de grade 3. Voilà, on a des gens qui ont des polynucléaires neutrophiles entre 500 et 1000 voilà, au fil du temps. Et quand on donne une semaine de repos, on réduit un peu cette... D'abord, les patients l'apprécient, je pense, et puis on gagne un peu en toxicité hématologique, à partir de quelque chose qui n'est pas dramatique, mais on gagne quand même un petit peu. Alors, pour la durée, pas très clair, hein, on a une AMM qui est jusqu'à progression. Il y en a qui n'en font pas du tout d'entretien, il y en a qui font 1 an, il y en a qui font 2 ans. Des recommandations ou rien? Alors c'est une très bonne question. Pour dire les choses simplement, on ne sait pas à ce jour quelle est l'agence a approuvé jusqu'à progression, mais ceci étant, ça ne règle pas les questions hématologiques derrière tout ça. Il y a l'IFM a fait, et c'était l'article de Michel Attal publié dans le New England en avril dernier, l'IFM a fait 1 an. Les Américains ont fait jusqu'à progression, cette étude est jusqu'à progression. De façon intéressante, l'IFM 2009, qui était dans le New England, était la partie française. Il y a une étude similaire américaine qui, elle, a eu l'entretien jusqu'à progression. Et donc un jour, on aura une comparaison indirecte entre les 700 patients français et les 700 patients américains, mais ça prendra un petit peu de temps. On reste avec une forme d'incertitude, alors avec une discussion qui peut être effectivement 1 an, 2 ans jusqu'à progression. Je ne sais pas. L'expérience française, on va dire, après tout, mon point de vue serait de dire, partons pour au moins 1 an. Il est possible que 2 ans soient meilleurs, mais aucune étude ne l'a strictement démontré. Et puis, est-ce qu'il faut aller jusqu'à progression? Ça, je pense qu'on rentre là dans un nouveau sujet. On revient sur les questionnements de la maladie résiduelle. Je pense qu'il y a un certain nombre d'études en cours qui ont implémenté la MRD comme un moyen de guider la durée des traitements et guider la durée des traitements d'entretien par le lénalidomide, un jour sans doute par le daratumumab et un jour aussi par des combinaisons de ces différents médicaments, ça va devenir quelque chose d'extrêmement important. Donc, je pense qu'il faudra attendre des études en cours guidant la durée des traitements par la MRD pour se faire une idée plus claire sur ça. Mais une des raisons pour lesquelles, si mes souvenirs sont exacts, même n'étant pas un spécialiste, ça peut être faux, mais de la durée limitée de l'administration de lénalidomide en maintenance, c'était la crainte d'avoir des événements secondaires cancérologiques, myélodysplasie, leucémie, lymphome, on a vu des trucs un peu bizarres. Avec cet essai-là, myéloma 11, beaucoup de patients, beaucoup de recul, durée prolongée, ça se confirme ou pas? Et en tous les cas, est-ce que ça a un impact? Il y a un petit excès de ce qu'on appelle les SPM, les Second Primary Malignancy, quand on est exposé au lénalidomide. Mais cet excès est modeste, à partir du signal initialement attrapé, ça ne s'est pas amplifié. Donc, il est considéré, et finalement, l'agence américaine et l'agence européenne l'ont considéré comme tel, il est considéré que ce petit risque accru est très inférieur aux bénéfices qu'on peut attendre du médicament. Donc, voilà, ça... Est-ce que d'installer le lénalidomide jusqu'à progression par rapport à 2 ans se solde par une différence en termes de cancer, de SPM, c'est très difficile à dire. Enfin, aucune étude n'est allée le regarder de façon précise. Peut-être que l'étude franco-américaine permettra de... L'étude franco-américaine fournira une comparaison indirecte entre 1 an et jusqu'à progression. Je dirais, on verra, mais on ne pourra pas attendre sur ce sujet une mise au point avant... je dirais 2020 ou quelque chose comme ça, parce qu'il faut attendre aussi que l'étude américaine mature. Donc ça nous emmène assez loin. Donc finalement, 2020, il faut qu'on attende 2020 pour pas mal de choses. Il faut qu'on attende 2020 pour pas mal de choses, parce qu'en matière de myélome, tous les essais qui ont installé la MRD comme un endroit, un point à partir duquel on prend des décisions d'arrêt, voire dans certains essais des décisions de renforcement de traitement, eh bien, ces essais sont en cours ou vont démarrer, et donc il faudra attendre. Mais c'est évidemment un sujet majeur. Alors, à côté de l'entretien, il y avait aussi l'autogreffe. Est-ce que maintenant on est vraiment dans le marbre? Est-ce qu'on va passer à 2 autos dans certains cas pour tout le monde? Est-ce que c'est que l'alkéran? Est-ce que le busulfan peut apporter quelque chose?
Alors, il y a plusieurs questions là. Ouais. Il y a une première question sur une contre deux. Alors, la question de une, elle est quand même globalement réglée par l'essai de l'IFM, l'essai IFM 2009, qui a redit que l'autogreffe était importante, même quand on disposait d'une plateforme VRD, et l'essai de ce qu'on appelle le European Myeloma Network, l'essai de l'EMM, qui a été représenté lors de ce congrès, et qui montre que les patients autogreffés vont mieux que les patients jeunes qui ne sont pas autogreffés. Et dans cet essai européen, il y a une randomisation à un moment donné, enfin, dans certains pays en tout cas, d'une autogreffe simple contre d'une double autogreffe, avec un bénéfice de la double autogreffe et notamment un bénéfice de la double autogreffe chez des patients qui sont des patients à haut risque cytogénétique. Donc voilà un petit peu où on en est. Après, la modification du conditionnement, c'est presque un autre sujet, encore que il a été présenté du busulfan melphalan. Le conditionnement de myélome, c'est le melphalan de 100 mg/m². Voilà, ça a été établi par les Français il y a bien des années. Et il y a toujours eu un certain nombre de tentatives, y compris certaines françaises, pour essayer de faire un petit peu mieux. On a rapporté le bortezomib melphalan haute dose et ça n'a pas été une histoire à succès. Et puis, donc, il a été rapporté une expérience de busulfan melphalan qui semble un peu meilleure. Mais là, je crois qu'il faut vraiment quand même attendre. Là, on est dans le ressenti d'une présentation de 15 diapositives avec une étude qui n'a pas été une étude très simple. Et je crois que pour déplacer le melphalan 200, il va falloir vraiment des arguments. Parce que le melphalan 200, on connaît ça très bien. Le busulfan melphalan, c'est quand même plus toxique. Enfin, ça a une réputation de... On va passer sur le troisième sujet. Peut-être qu'il va devenir inutile, puisque si on t'entend bien, on ne va plus avoir besoin de s'occuper de traiter les myélomes au-delà d'un certain seuil. Et finalement, les CAR-T-cells anti-BCMA dont on va nous parler maintenant, tu vas nous dire si ça reste quand même quelque chose d'intéressant. On y va ? I have an interesting new study for advanced multiple myeloma. We treated a very heavily pretreated population with 7 prior therapies as a median. It's an anti-BCMA CAR therapy, which is a genetically modified T-cell product that specifically targets a protein called BCMA, B-cell maturation antigen, which is found on plasma cells and multiple myeloma cells. The results reported today were in 21 patients. 3 patients on the lowest dose level, which was not an active dose, and then 18 patients on the active doses, which were the subsequent 3 dose levels. These 3 dose levels gave 150 million to 800 million CAR T cells per patient. First of all, we did not have any dose-limiting toxicities in our dose expansion phase. Toxicities have been generally well tolerated and brief. All patients have recovered from their toxicities. The responses have been quite impressive. We have a 94% overall response rate in the active dose cohorts, which are all the patients except the ones that were treated on the lowest dose. The responses have been quite durable in many patients. We have 5 complete remissions, and we had 5 patients who were in progression-free survival at 1 year plus. The longest ongoing remission we have is 68 weeks. Bon, qu'est-ce qu'on a à dire là-dessus? BCMA, une bonne cible? Alors je pense on peut commencer par dire ça. Le BCMA est une bonne cible. Et c'est toujours bien d'avoir une bonne cible parce que finalement, c'est pas le travail fait par des immunomodulateurs, c'est pas un Xème inhibiteur de protéasome, c'est différent de la cible CD38 par définition. Et elle est universellement représentée sur des plasmocytes malins à des degrés divers, mais pour autant universellement. Et donc, c'est une bonne cible. Et l'expérience qui est présentée là, c'est un CAR BCMA, mais il y a d'autres candidats médicaments qui ciblent BCMA. Enfin, il y a d'autres CAR BCMA. Il y a ce qu'on appelle des ADC BCMA qui ont été présentés aussi. Donc, je pense que cette cible est importante. Et ajouter une cible, c'est quand même ajouter une possibilité thérapeutique. Donc, ça, je pense que c'est la première chose importante à dire. Après, donc, ce travail est un des travaux présentés sur les CAR BCMA. C'est un petit groupe de patients, mais c'est une étude qui est très bien conduite, avec un CAR de
de génération, enfin dite de deuxième génération. Alors effectivement, on discute de 18 patients évaluables qui sont des patients très avancés. Pour autant, avec les doses, en enlevant la première cohorte qui était sous-dosée, c'est 17 répondeurs sur 18, ce qui établit quand même le fait que les patients répondent. Après, il y a la question de la durée. Les patients qui ont été évalués en MRD sont MRD négatifs, d'ailleurs. Et puis, il y a la question majeure, évidemment, de la durabilité de ces réponses. Alors là, on n'a pas trop de recul pour l'instant. Comme il a été dit, il y a 5 patients qui sont au-delà d'1 an. Et ils sont quand même en gros entre 12 et 18 mois. Ouais. Donc voilà, c'est ce qu'on a aujourd'hui. Combien de temps cela durera pour l'instant, on a la preuve du fait qu'on peut cibler quelque chose, que ça fonctionne et que tous les patients ne sont pas ratiboisés avec la toxicité. D'ailleurs, qu'il y ait une toxicité à peu près identique à celle des autres hémopathies ou pas? Alors, la toxicité, oui, elle est comparable au sens où il y a des relargages de cytokines et il y a de la neurotoxicité. Alors, il a été... les grades 3 de relargage de cytokines, c'est 2 patients sur les 20, enfin c'est 10%. Ils ont rapporté, et ça, c'était évidemment très bien de le faire, et ça devait être fait, ils ont rapporté, il y a une diapositive qui est faite sur une patiente particulière ayant fait une neurotoxicité de grade 4, très sévère, dont elle a réchappé, mais on pourrait presque dire miraculeusement, mais enfin, dont elle est en réponse complète en ayant réchappé à cette toxicité. Ça rappelle quand même que ces neurotoxicités graves sont possibles, et même s'il a été dit que les CAR BCMA font peut-être un peu moins de neurotoxicité sévère que d'autres CAR, mais pour autant, ça peut arriver. Donc, je pense que tout ça s'améliorera très probablement au fil des années avec l'obtention de meilleurs CAR et le fait d'apprendre de mieux en mieux à soigner ces malades. On va profiter justement de nos grands spécialistes pour faire un petit résumé des CAR T-cells. Alors effectivement, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, donc les CAR T, juste brièvement, je rappelle, sont bien des lymphocytes T autologues, en tout cas dans ces essais cliniques dont on parle aujourd'hui. On prend les lymphocytes T des patients, on les active in vitro et on leur fait exprimer un récepteur chimérique, c'est le terme CAR, c'est pour récepteur chimérique à l'antigène, qui est en fait un fragment d'anticorps. Ce fragment d'anticorps, il reconnaît une cible qui, dans le myélome, est donc BCMA. Il faut quand même rappeler que BCMA, c'est un récepteur à BAF et April, qui sont les molécules dont on sait depuis longtemps qu'elles ont par ailleurs un rôle dans la biologie du myélome. Donc on revisite là des choses que des groupes français notamment avaient travaillé déjà quelques années. Et puis, dans les lymphomes, c'est plutôt la molécule CD19. Et ensuite, dans la partie intracellulaire de ces récepteurs, on trouve des molécules d'activation des lymphocytes T. Et là, 2 molécules sont utilisées actuellement, la molécule CD28 ou la molécule 4-1BB qu'on appelle aussi CD137. Alors, quel est l'avantage théorique des CAR? Il y a quand même différents avantages. D'abord, c'est une haute affinité pour la cible. Un anticorps, c'est beaucoup plus affin qu'un TCR. Deuxièmement, puisqu'on apporte les molécules de costimulation, il n'y a pas de compétition avec les molécules de costimulation liées au TCR endogène. Par exemple, contrairement à ce qui se passe quand on met un TCR transgénique dans un lymphocyte T. Et puis, il n'y a pas de restriction au HLA. C'est-à-dire que finalement, c'est quand même ça la principale intérêt. On n'a pas besoin que la tumeur exprime les molécules du CMH. Et on peut utiliser la même molécule chimère pour Pierre, Paul ou Jacques, à condition bien sûr de les avoir mis dans ses propres lymphocytes T. Enfin, il y a théoriquement une mémoire, puisqu'on injecte des lymphocytes T qui peuvent persister dans la durée chez les receveurs. Il y a eu pas mal quand même d'optimisations qui ont été faites ces dernières années. C'est quand même une stratégie jeune, et je te rejoins totalement, il y aura encore beaucoup d'optimisations qui vont être faites dans l'avenir. On sait qu'il faut lymphodépléter pour faire de la place, pour que ces cellules puissent s'expandre chez le patient. On sait que c'est potentiellement intéressant d'avoir à la fois des TCD8 cytotoxiques, mais aussi des TCD4. C'est le principe des essais de type Juno. Et puis, on va réussir de mieux en mieux à manager la toxicité, probablement avec des stratégies permettant de bloquer notamment ce syndrome ou de diminuer les effets de ce syndrome de relargage massif de cytokines, de syndrome de Lise. 3 grands éléments. Une destruction tumorale, ça je crois que tu l'as rappelé, et c'est vrai qu'on détruit la tumeur, je crois que c'est clair dans les lymphomes comme dans le myélome. Des rechutes et une certaine toxicité, et on reparlera, je pense, des mécanismes biologiques de ces rechutes et de ces toxicités un petit peu plus tard, puisqu'elles ont finalement beaucoup plus été étudiées dans les lymphomes, où on a un recul quand même plus important que dans le myélome, où on est quand même au début de l'aventure. Merci Karine, je pense qu'on va arrêter là pour le myélome. Donc si on fait une tentative de sommaire, le daratumumab s'installe de façon pérenne dans la prise en charge des proliférations plasmocytaires.
L'énanilamide s'installe de façon pérenne comme traitement d'entretien. Et puis, à terme, quand tout ça aura échoué, et peut-être que ça n'échouera pas très souvent, on aura éventuellement des carticelles à se mettre sous la main, c'est ça? Ou on pourrait avoir des carticelles à se mettre sous la main, pas forcément quand tout aura échoué, mais faisant partie d'une stratégie thérapeutique plus... Fondée sur la maladie résiduelle, par exemple? Alors qui pourrait être fondée sur la maladie résiduelle. Merci Thierry. On va enchaîner sur la deuxième thématique, leucémie lymphoïde chronique, avec 3 études à envisager. L'étude Murano, il y a toujours des noms un peu. Comparaison de l'association venetoclax et rituximab versus bendamustine et rituximab dans le contexte de la rechute. John Seymour de Melbourne. Deuxième étude, premier résultat de l'étude Clarity. Première évaluation de l'association ibrutinib-venetoclax chez des patients en rechute réfractaire. Peter Hillman de Leeds. Et troisième étude, cette fois-ci en première ligne, une étude du philo ICLL 07, évaluation de la première phase d'un traitement de première ligne guidé par la MRD qui était présentée par Pierre Feugier. Allons-y. In the context of relapsed or refractory CLL, at least 1 and up to 3 prior chemotherapy regimens, the primary goal was, can we improve progression-free survival with the novel combination compared to bendamustine and rituximab, and using that novel combination for a time-limited period, so a maximum of 2 years of treatment. So this was a very straightforward 1-to-1 randomisation, 389 patients, so roughly 195 per treatment arm. So median follow-up just on 2 years at this point. Our primary endpoint was progression-free survival that had an 83% reduction in relative risk of progression or death with venetoclax. So the 2-year figures are really the most illustrative. 85% remained progression-free with venetoclax and rituximab compared to 36% at that 2-year point with bendamustine and rituximab. So very highly statistically significant. Specifically for this trial, venetoclax rituximab can safely be delivered in an international context and is clearly superior to bendamustine rituximab. So once regulatory approval makes this available, I think that chemoimmunotherapy in the relapse setting will largely fade away. Alain, question fondamentale sur l'étude, est-ce qu'elle est bien menée? Notamment, est-ce que c'était éthique d'inclure les lésions P53 dans cette étude quand on a Herbinda comme bras de référence? Alors, tout d'abord, c'est une étude qu'on attendait. Une étude intéressante, situation de rechute, un standard assez médiocre finalement, mais le standard qu'on avait jusqu'à présent, l'association BR. Les résultats qu'on voit avec BR dans cette étude sont comparables à ce qu'on avait jusqu'à présent. 17 mois de médiane de survie sans progression, c'est conforme à tout ce qu'on savait avec le BR dans des situations de rechute. Des différences majeures en termes de survie sans progression. 85% à 2 ans pour l'association venetoclax plus rituximab versus 35%. Et puis dans cette étude, effectivement, 25% de malades qui avaient une délétion 17P. A posteriori, on peut quand même se demander si inclure dans cette étude des malades avec une délétion 17P, donc des malades qui étaient susceptibles de ne pas très bien répondre à la chimiothérapie BR, était vraiment judicieux. Et c'est ce qui a fait que dans les centres français qui ont participé à cette étude n'ont certainement pas inclus, en ce qui les concerne, les malades avec une délétion 17P, tout du moins je l'espère. D'accord, mais est-ce que les patients qui étaient dans le bras bendamustine rituximab avaient le droit éventuellement, lorsqu'ils progressaient, de recevoir l'autre traitement? Est-ce qu'on a eu des avantages, un désavantage de survie globale? Il me semble qu'il n'y avait pas de crossover. Il n'y avait pas de crossover, mais dans ces conditions-là, c'est peut-être discutable au point de vue. Voilà, mais même on sait aussi qu'il vaut mieux, dans des situations de cytogénétique défavorables et en matière de leucémie lymphoïde chronique, et il s'agit naturellement de l'inactivation de TP53, il vaut mieux débuter d'emblée avec un médicament efficace, qu'il s'agisse d'un inhibiteur du BCR, qu'il s'agisse du venetoclax en l'occurrence, même si on n'a pas le droit, plutôt que de faire perdre une étape avec de la chimiothérapie, même si c'est associé à un anticorps. Et pour revenir à l'étude, le fait d'arrêter le suivi, en tout cas les données actuellement à 2 ans, c'est juste à ce moment-là qu'on arrête le venetoclax, parce qu'il ne faut pas attendre un petit peu et voir si éventuellement la survie sans progression tombe juste après. Est-ce qu'il n'y a pas un petit biais de le présenter au meilleur moment possible à la fin de l'entretien?
Il n'y a pas d'entretien. C'est Enfin, de la durée du traitement. la durée du traitement Ouais. est fixe de 2 ans. Là, le recul dont on dispose actuellement est de 23 mois et quelques semaines. Donc on est tout juste pour pouvoir apprécier la survie sans progression, qui était l'objectif principal de l'étude. Donc il était logique de la présenter à ce moment-là. Néanmoins, on ne sait pas très bien ce qui va se passer après l'arrêt du vénétoclax. On a des petits signaux quand même de la part de la phase 2 qui a été présentée ou publiée en début d'année, qui montrent qu'un certain nombre de malades, en bonne réponse, pouvaient arrêter le traitement et que ces réponses étaient durables au-delà de l'arrêt du traitement. Mais petit effectif, cette étude de phase 2, c'était une 50aine de malades, il y avait une 15aine d'arrêts de traitement. C'est à conforter avec le suivi. Mais du coup, avec c'est une telle association qui était faite en rechute, encore une fois, on le précise, comment ça va se situer par rapport à notre pratique aujourd'hui? C'est-à-dire, comment est-ce qu'on envisage d'utiliser ce médicament, le vénétoclax, qui est porteur de beaucoup d'espoir quand même et de résultats intéressants, par rapport à l'utilisation des autres médicaments qui sont à l'heure actuelle utilisés ou utilisables en deuxième ligne? On a comment est-ce qu'on voit les choses? D'une part, est-ce qu'on peut dire qu'on va tuer, entre guillemets, la chimiothérapie finalement en deuxième ligne? Plus besoin de faire de chimiothérapie ou d'immunochimiothérapie? Alors, le John Seymour, dans sa conclusion, indique que effectivement cette association pourrait faire que l'on aurait de moins en moins recours à la chimiothérapie. Moi, j'irais plus loin en disant qu'aujourd'hui, en deuxième intention, c'est mon avis en tous les cas, il n'y a plus de place pour l'immunochimiothérapie. Pour l'immunochimiothérapie? Voilà. La chimiothérapie, quoi. La chimiothérapie, l'immunochimiothérapie, effectivement. Et dans ce contexte, recours aux nouvelles drogues. Dans notre pratique quotidienne, aujourd'hui, on dispose de médicaments, l'ibrutinib, le vénétoclax, en monothérapie, et pour le vénétoclax, même pas en association avec un anticorps anti-CD20. Et qu'aujourd'hui, me semble-t-il, quel que soit le délai de la rechute par rapport au traitement initial, ces nouveaux agents, qui ne sont plus si nouveaux que ça, ibrutinib en l'occurrence, et si contre-indication l'ibrutinib, l'idélalysib par exemple, et puis le vénétoclax, puisqu'on a le droit actuellement de ne l'utiliser qu'en seconde intention, ou en troisième intention plus exactement, après échec de l'immunochimiothérapie, et puis une ligne d'inhibiteur du BCR. D'accord. Pour revenir à la MRD, parce qu'on a pas mal parlé dans les études et dans les LLC, est-ce qu'il y a une place actuellement? Est-ce qu'il faut la suivre? Ou est-ce que dans l'avenir proche, ça va franchement prendre une place importante? Alors cette étude avait plusieurs objectifs, la survie sans progression, le taux de réponse, effectivement les taux de maladies résiduelles au terme du traitement, et on voit très clairement qu'il y a une différence très significative entre vénétoclax rituximab et la chimiothérapie BR en termes de maladies résiduelles non détectables, ou tout du moins inférieures au seuil fixé habituel de 10-4. Cette étude de la maladie résiduelle va être importante pour les stratégies thérapeutiques, parce que ce que l'on vise à terme, c'est effectivement d'avoir des médicaments qu'on puisse un jour arrêter. Ça rejoint la question de tout à l'heure. Si on arrête, combien de temps ça va durer? C'est ça, Mais là, il est un petit peu trop tôt pour en savoir plus. Donc pour l'instant, il faut qu'on continue à faire des essais et qu'on continue à introduire ces médicaments et qu'on observe de façon précise dans le cas de texte de protocole, si possible randomisé, prospectif, etc., des choses comme la maladie résiduelle et tout ça. Cette maladie résiduelle, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, elle est faite de façon régulière, et elle était faite déjà à l'ère de l'immunochimiothérapie, lorsqu'on fait une chimiothérapie FCR. Ce qu'on souhaite, on en reparlera tout à l'heure, parce que finalement, c'était le cadre de l'étude ICLL 007. On va peut-être avancer sur le deuxième reportage de ce soir, les résultats de l'étude Clarity. The clinical questions that we want to address with the Clarity trial are really to look at the treatment of patients who fail conventional therapy with novel combinations of non-chemotherapy-based treatments. So the Clarity study included a total of 50 patients with a combination of ibrutinib and venetoclax. All of the patients had failed conventional treatment. Our primary endpoint of the trial is the eradication of detectable disease at 12 months, and our aim was our hope was to have 30% of the patients who would be MRD negative at the 12-month time point.
we report at this meeting actually only 6 months of the combination so far because the trial is still maturing, and actually we've got over 30% of the patients already MRD negative at the 6-month time point. So we're obviously very encouraged that we've achieved at least our aim, and obviously the patients continue on treatment, so we are hoping that rate will increase. Voilà, heureusement qu'il y a la traduction parce qu'il est quand même difficile à suivre ce gars-là. Mais donc là, on est sur Venetoclax plus ibrutinib, toujours dans de la rechute. Hein. Il s'agit ici de rechute. Et on a un recul de combien quand il nous raconte ces histoires? Là, ce qui est présenté est quelque chose avec un recul de 8 mois par rapport à l'initiation du traitement, 2 mois d'ibrutinib, puis ensuite l'adjonction de Venetoclax. Donc on est à 6 mois de la double association Venetoclax-ibrutinib. Ok, le message fondamental, c'est de dire qu'on Le message fondamental, il est qu'on a un taux de réponse, enfin pas de réponse, un taux de maladie résiduelle inférieur au seuil de 10-4, qui est extrêmement intéressant. Ouais. On est à 6 mois de la double association et 40% de maladies résiduelles inférieures au seuil de 0,01% dans le sang et dans la moelle. Donc très rapide. Parallèlement, il y avait des réponses cliniques également qui étaient à peu près du même ordre. Il y avait une association qui est logique. Hein. On est avec deux médicaments, des modalités d'action différentes, des profils de toxicité différentes, des modes d'action sur les différents compartiments de la maladie un peu différents. L'ibrutinib sur la composante ganglionnaire, le Venetoclax plutôt sur la composante sanguine et la composante médulaire. Et c'est logique de les associer. Donc c'est une association qui monte. Qui monte, dire, elle va monter... Qui va monter le prix peut-être, mais ça c'est un autre problème, tout simplement parce que l'objectif était effectivement d'arrêter le traitement. Parce que vous avez bien remarqué que l'objectif principal de cette étude, c'était baser maladie résiduelle moelle. Ouais. Alors vous avez dit tout à l'heure, il y a les toxicités qui sont différentes, mais elles vont s'additionner. Comment ça passe ici ? Alors ça passe pas trop mal. Il n'y a pas plus de toxicité que l'ibrutinib que ce qu'on connaît, donc généralement quand même un médicament qui est bien toléré. La principale toxicité est la neutropénie, ce qu'on connaissait déjà avec le Venetoclax en monothérapie. Et cette neutropénie peut conduire à l'utilisation, alors on n'est pas dans l'utilisation en routine de cette association bien entendu, mais à l'utilisation de GCSF pour permettre d'administrer ce traitement à bonne dose. D'accord. Ou à dose correcte tout du moins. Et la notion de Richter éventuellement augmentée avec Venetoclax, on en est où ? Est-ce qu'il y a des données supplémentaires ? Pour l'instant, pas de données supplémentaires, pas de signal supplémentaire que j'ai pu entendre au cours de cette hache. Et pour l'instant, on n'a aucune information concernant ce qui se passe quand on arrête un traitement qui a apporté une maladie résiduelle négative. On ne sait pas encore exactement. On a des informations là-dessus ou pas ? Parce que c'est la question cruciale. On veut arrêter le traitement parce que c'est cher, c'est toxique, etc. Pour ça, on veut obtenir une maladie résiduelle. Bon, qu'est-ce qui se passe quand on arrête le traitement ? Est-ce que cette maladie résiduelle, c'est la guérison, entre guillemets, ou bien est-ce que, bon, c'est juste... Tout à l'heure, Thierry nous a dit rendez-vous en 2020, 2022. Je pense que ça sera à peu près pareil pour avoir un peu de recul sur les arrêts de traitement qui sont réellement ceux que l'on cible aujourd'hui dans la leucémie lymphoïde chronique lorsqu'on parle d'association. Association, certes, mais pour arrêter le traitement. On nous pose comme question quel MRD utiliser en pratique, quelle technique, quel seuil il faut utiliser pour vraiment être rigoureux et suivre les résultats de ces études. Alors en pratique, ça se fait par cytométrie en flux, si possible avec un nombre de couleurs correct. C'est-à-dire en France, on utilise plutôt le 8 couleurs que le 4 couleurs qui est fait dans d'autres pays, notamment aux États-Unis. Premier point. Deuxième point, alors la maladie résiduelle, on peut parler pendant des heures et des heures. On ne va peut-être pas en parler pendant des heures et des heures. D'accord. Donc, dans tout ce qui a été fait jusqu'à présent, le seuil consensuel, on va dire, est de 10-4, 0,01%. Néanmoins, les techniques de cytométrie permettent de descendre plus bas et il est vraisemblable que le fait d'atteindre un niveau de maladie résiduelle encore plus bas soit associé à une durée de réponse plus prolongée. Dans la moelle. Dans la moelle ou dans le sang, à la limite. Mais le fait d'avoir un seuil plus bas, en tous les cas, avec l'immunochimiothérapie, on a vu ça au sein de notre groupe, le philo, avec le FCR. Les malades qui sont à 10-5 ou inférieurs à 10-5 se comportent mieux en termes de durée de réponse que ceux qui sont à 10-4. Mais ce qui n'est pas clairement écrit, puisque le seuil actuel, c'est 10-4 qui est uniformément utilisé dans les essais qui ont été présentés ici. Et en 2 mots, dans les études qui nous sont présentées ici, c'est avec du 4 couleurs, du 6 couleurs, du 8 couleurs, c'est... On est à Leeds. Leeds, c'est du 8 couleurs, ils sont modernes. Ils sont modernes. Ok, donc encore c'est soutenable comme étude. Mais les résultats d'ici sont extrêmement prometteurs, à tel point que dans l'essai anglais qui s'appelle FLAIR, qui est en route et qui compare FLAIR,
Intéressant. Oui, et qui compare le FCR à l'association ibrutinib plus rituximab. Ouais, à direct. En première Ça, ligne. mais ça, il est déjà en cours depuis un petit moment. Ah bah ouais, mais- Les résultats de cette association en deuxième ligne sont tellement prometteurs qu'ils ont rajouté un troisième bras. Donc on se retrouve maintenant avec FCR versus ibrutinib plus rituximab versus venetoclax plus ibrutinib. Ah d'accord. Il est prévu jusqu'en 2021, je crois, Donc 23. compte tenu des effectifs. Donc on aura les résultats, comme je vous l'ai dit, dans quelques temps. Dans quelques temps. Ok. On avance. On va sur le. D'autres questions? Il y avait d'autres questions? Non, j'ai pas Non, on l'impression. va passer sur l'étude sur le philo. L'étude sur le philo. Du. L'objectif de cette étude était d'obtenir une réponse complète la plus profonde possible et de se servir de la maladie résiduelle pour essayer d'orienter le schéma thérapeutique. L'étude du philo a ainsi inclus 135 patients. Première ligne de traitement, FIT, sans délétion 17P ni mutation de TP53. Après une phase d'induction de 9 mois, comportant 8 injections de GA101 associées à l'ibrutinib, une première évaluation incluant une mesure de la maladie résiduelle dans la moelle et dans le sang était réalisée. Pour les patients en réponse complète stringente, sans maladie résiduelle détectable, un traitement par ibrutinib seul était poursuivi pendant 6 mois. Pour les autres patients, le traitement était renforcé avec 4 cures de fludarabine, endoxan et GA101 associées à l'ibrutinib. On présente les résultats de la première partie de l'induction, pas les 135 patients, mais les 100 premiers patients. Les résultats principaux, c'est qu'on a un taux de réponse global qui ne peut pas être mieux, il est de 100%. On a un taux de réponse complète selon l'IWCLL qui est aussi très important, qui est proche de ce qu'on peut avoir avec la chimiothérapie rituximab, fludarabine, endoxan, qui est chez nous de 38%. Et puis, on a des patients avec une maladie résiduelle indétectable qui sont faibles. On n'a que 13% de patients qui ont une maladie résiduelle indétectable et dans la moelle et dans le sang. Et donc on espère que les 4 cures de chimiothérapie qui viennent après, associées à l'ibrutinib, vont permettre d'avoir un taux de réponse final à mois 16 très important, en tout cas au moins égal à ce pourquoi on est parti, c'est-à-dire 30%. Bon. Décevant ou pas, ce résultat? Non, Première phase de... Pas décevant, je crois. Il faut remettre les choses dans le contexte. Remettons-nous dans le contexte. Remettons-nous dans le contexte. On est quelques années en arrière. Oui. On est parti sur un dogme, le sujet qui est en bon état général. On fait d'une immunochimiothérapie, on veut obtenir un statut de maladie résiduelle inférieur à 10-4. Et avec ça, on sait qu'il ira relativement loin en termes de survie sans progression, voire de survie globale. Arrivent les nouveaux médicaments. Ces nouveaux médicaments peuvent-ils supplanter la chimiothérapie FCR? Donc on est parti sur cette idée d'avoir une association qui nous permettrait éventuellement d'épargner à certains malades une chimiothérapie. Donc, logique. L'association qui nous paraissait logique à l'époque était GA101 plus ibrutinib. Ce qu'on a fait, évaluation 9 mois, et en fonction de tout ça, on continue un peu l'ibrutinib pendant quelques mois si on est dans notre objectif de maladie résiduelle non détectable et réponse complète, bien entendu. Et finalement, on est un peu déçus quand même, puisque la plupart des malades ont dû recevoir la chimiothérapie, certes, avec un nombre de cures moins important que les 6 cures de FCR, c'est 4 cures de FC plus GA101. Ça n'a pas été présenté. Non, on n'a pas les résultats pour l'instant encore. Il est beaucoup trop tôt. Il est beaucoup trop tôt. On a déjà quelques malades et effectivement, je pense qu'on arrivera à obtenir l'objectif qu'on s'était donné pour cette étude et vraisemblablement mieux. Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à choisir un temps très rapide pour avoir une MRD ou est-ce que le fait d'attendre un petit peu plus longtemps va arriver à la même chose? Alors, il est possible que si on avait attendu 12 mois, 13 mois, 14 mois, on ait un taux de malades en réponse complète et maladie résiduelle non détectable au seuil 10-4 dans le sang et dans la moelle plus important. Néanmoins, on était quand même dans une période de transition. On sait que la MRD est importante, on veut l'obtenir relativement vite. Et c'est pour ça qu'on a évalué les choses assez vite, pour passer assez vite à la chimiothérapie. N'oublions pas quand même que nous sommes dans un contexte de sujets en bon état général, et non pas de sujets qui a plus de 80 ans, où la philosophie du traitement est un petit peu différente quand même. Et clairement, les stratégies qui se dessinent dans la leucémie lymphoïde chronique sont
d'associer des nouveaux médicaments, si possible se passer de la chimiothérapie, et toujours dans l'optique d'avoir la réponse maximale et d'arrêter le traitement et suivre, on vient d'en discuter, ce qui va devenir par la suite, en espérant qu'un bon nombre des résultats acquis seront durables. Et il y a un certain nombre de choses qui sont déjà en cours avec les associations, qu'il s'agisse d'ibrutinib venetoclax, qu'il s'agisse de venetoclax plus rituximab, venetoclax plus GA101, ou la triple association GA101, ibrutinib et venetoclax. Tout ça dans le cadre d'essais prospectifs en première ligne. Le groupe allemand, le groupe anglais, on en a discuté il y a 30 secondes, et puis vraisemblablement assez vite le philo. Alors ensuite, est-ce qu'il faut abandonner complètement la chimiothérapie? On sait que dans la leucémie lymphoïde chronique, les malades qui ont un profil IGHV muté sont des malades qui se comportent bien avec la chimiothérapie FCR Sicure. Un peu toxique, on le sait même chez des sujets un peu fit. Et donc, il a été présenté au cours de cet âge des associations de chimiothérapie plus ibrutinib, ou chimiothérapie plus ibrutinib plus GA101, à la condition effectivement d'essayer de réduire quand même le nombre de chimiothérapies. C'est très préliminaire, hein. On a vu une trentaine de malades, des résultats assez intéressants, notamment pour GA101, FC plus ibrutinib, avec un nombre faramineux de réponses complètes et de maladies résiduelles non détectables au seuil 10-4 au niveau de la moelle, à 1 an. Ouais. Et arrêt du traitement. C'est ce qui est programmé, mais pour l'instant, c'est très préliminaire. Mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, certes, les associations, l'arrêt de traitement, attention peut-être de ne pas trop éliminer trop vite la chimiothérapie, lorsqu'on l'a fait en association avec d'autres médicaments tels que l'ibrutinib, et toujours dans une optique de maladie résiduelle, d'arrêt du traitement. Ouais. Donc on s'oriente donc vers obtention d'une MRD, avec le minimum de chimiothérapie si possible, en associant des médicaments qui sont des médicaments ciblés de façon importante. Une question concernant la réalisation des tests avant de débuter un traitement dans la LLC. On est tous d'accord pour dire, je pense, que malgré l'avènement de ces nouveaux médicaments, malgré l'avènement de combinaisons qui sont certainement utiles, il est quand même nécessaire de continuer à regarder s'il n'existe pas des anomalies au niveau du chromosome 17 et de la P53. Tu viens de dire que les formes mutées, IGH, avaient un bon pronostic, etc. Est-ce qu'avec tous ces médicaments-là, ça garde de l'intérêt d'aller regarder si oui ou non les patients sont porteurs d'une mutation, une forme mutée IGH ou pas? Parce que bon, c'est... Pourquoi pas? Je crois qu'on ne va pas revenir sur TP53. On ne revient pas sur TP53. La mutation ou de la délétion détectée par fiche. Là, les choses sont bien établies et il faut la faire. Et on ne peut pas aujourd'hui prendre en charge un malade sans passer ni du fiche, ni de la mutation. Même après, il reste à savoir comment on l'a fait réaliser quand on n'est pas dans un centre où on a la biologie qu'il faut. Ensuite, pour le statut mutationnel IGHV, qui n'est pas fait non plus partout, il est vrai que l'avènement des nouvelles drogues a montré que ibrutinib ou venetoclax, finalement, ces deux médicaments gommaient la signification pronostique péjorative du statut IGVH non muté par rapport au statut IGVH muté. Donc, alors, à la limite... On s'en tape, c'est ça que tu veux dire. Éventuellement, oui. Peut-être éventuellement. On peut. Non, mais on a notre ami immunologiste ne s'en tape absolument pas. Je ne suis pas sûr que à côté, les biologistes suivent, mais sur un plan pragmatique. Sur un plan strictement pragmatique, oui. Dans le contexte des études qui pourraient être faites, dans le contexte de protocoles prospectifs testant des associations avec des médicaments ciblés, c'est probablement quelque chose qui convient de conserver, n'est-ce pas, Karine? Bien sûr. Voilà. En tous les cas, dans le prochain essai, on va stratifier les malades, y compris sur le statut mutationnel, pour repérer les malades de, sinon bon risque, de faible risque, pour pouvoir ne pas trop désescalader sur la chimiothérapie FCR, dont on sait qu'un bon nombre de malades sont en réponse durable à 10 ans. Et donc, par contre, pour les malades qui sont intermédiaires, avec un statut VH non muté, clairement, il faut passer à autre chose que le FCR et essayer de l'améliorer ou de le supplanter par autre chose. Question terre à terre avec une arrière-pensée économique. À chaque fois où on fait une nouvelle étude avec du GA101, on ne compare pas directement au rituximab. Est-ce que vraiment c'est mieux que le rituximab, notamment avec l'arrivée des biosimilaires, ou est-ce qu'il faut vraiment suivre ces protocoles et utiliser le GA101? On est dans la leucémie lymphoïde chronique où, clairement, sur la base d'une étude, en tous les cas qui est le CLL11, qui s'adressait au sujet âgé, qui a comparé chlorambucil plus rituximab versus chlorambucil plus GA101, il n'y a pas photo pour la supériorité du GA101
sur le rituximab dans la leucémie lymphoïde chronique. Je parle bien de leucémie lymphoïde chronique. Ok, donc un ASH, on peut dire à la fois qui installe des nouvelles drogues, on va dire, mais en même temps un peu transitionnel vers des programmes qui se cherchent encore un peu, dont on a vu les premiers résultats, ibrutinib plus venetoclax, quand même, ça va devenir une drogue importante dans la LLC. On a l'impression que quand même, ça va être assez incontournable quand même. Elle va être incontournable, mais pas toute seule. Pas toute seule. MRD, là comme ailleurs, ça va devenir quelque chose d'important. Et puis peut-être à terme se passer de chimiothérapie, et puis peut-être à terme la guérison de la LLC. Est-ce que c'est quelque chose que vous, dans le philo, à la LLC, enfin les spécialistes internationaux de la LLC, ont cet espoir? On avait entendu ça à un moment donné dans le myélome. Est-ce que, je ne sais pas s'ils en sont toujours au même point, on posera la question en aparté à Thierry, mais est-ce que dans la LLC, vous envisagez la guérison? Oui. Oui? Oui. 2022, 2023? Un peu plus tard plutôt, parce qu'il faut quand même, pour guérir une LLC, il faut quand même avoir 10 à 15 ans de recul sans traitement. Ouais, effectivement. Ouais. Voilà, nous serons retraités. J'espère bien. Nous serons retraités, tu veux dire qu'on aura déjà rechuté de notre LLC? Merci, on passe au thème suivant dans les leucémies aiguës, si vous voulez bien. Trois études. La première concerne les leucémies aiguës lymphoblastiques Philadelphie positives. Il s'agit de l'évaluation du ponatinib en première ligne de traitement de patients âgés, présenté par Giovanni Martinelli de Bologne. La deuxième, c'est le leucémie aiguë myéloblastique du sujet inéligible à la chimiothérapie intensive, une évaluation en phase 1-2 de l'association venetoclax, on le retrouve, et de faibles doses de cytarabine, on y revient, présentée par Andrew Way de Melbourne. Et la troisième, c'est l'évaluation de l'impact pronostique du génotype NPM1-FLT3-ITD dans l'étude RATIFI qui nous sera présentée par Constance Donner de Ulm. C'est parti. It is a population of Ph-positive acute lymphoblastic leukemia treated with ponatinib 45 milligrams daily and steroids. This population is quite sensitive to the ponatinib plus steroid conventional association. And we find that the majority of the patients get in response in a short time with a very deep molecular response. 50% of them get in response in 24 weeks with a prolonged survival and prolonged overall survival. And not only that, but also event-free survival in the majority of the patients. Majority of the patients, the young population has been transplanted. We don't need in this population to be transplanted. We make some extensively analysis of by next generation sequencing of the Arbory mutation, and we find no one, just one patient getting one single individual, very rare individual mutation. Mathilde, bonsoir. Bonsoir. Donc une étude chémo-free, totalement chémo-free dans les leucémies aiguës lymphoblastiques Philadelphie positive du sujet âgé. C'est ça. Ponatinib, d'accord, mais ça fait mieux que ce qu'on avait eu jusqu'à présent. On a déjà eu pas mal d'ITK dans ce contexte. Alors, on a eu des ITK, mais associés à de la chimiothérapie. Ah. Alors que là, c'est vraiment corticoïdes et ponatinib en monothérapie, enfin les deux. Et encore, les corticoïdes sont arrêtés au bout d'un mois. Et puis après, ponatinib seul. Et ça, on n'avait pas eu. On savait déjà que ITK plus corticoïdes, ça donnait 95% de rémission complète. Ça, c'est la même chose. Mais là, par contre, ça continue sans chimiothérapie. Donc ça, c'est plutôt intéressant de ne pas faire de chimiothérapie à ces sujets. C'est vraiment un bond en avant. Et maintenant, on va vers où alors? Comment on va faire pour avoir des résultats encore plus spectaculaires? Alors, d'abord, il y a plusieurs choses dans cette étude. Le ponatinib, on avait un petit peu quelques inquiétudes sur les effets secondaires, en particulier cardiovasculaires. Et là, il y en a assez peu, surtout dans une population âgée. Donc, c'est faisable. C'est faisable. Là, ça, c'est la première chose. Et puis, c'est la comparaison par rapport à l'absence de chimio. On avait déjà fait chez des sujets âgés ITK et un petit peu de chimio. On a des résultats là qui sont assez satisfaisants en termes d'EFS à 1 an, mais par contre, le follow-up est assez court. La chose qui est importante dans cette étude, c'est l'absence de mutations qui apparaissent sous ponatinib, parce qu'on pensait que le ponatinib permet de ne pas avoir trop de résistance, et effectivement, il n'y a pas de résistance qui apparaît sauf un patient. Alors que quand on a fait dasatinib, on a
il y a des résistances qui sont sorties et ce qu'on avait montré, c'est que ces mutations qui résistent au ponatinib, elles existaient chez un quart des patients avant même de mettre le traitement. Et là, avec cette drogue-là, elles ne sortent pas au moins 1 an. Donc ça, c'est ça le bénéfice, je pense, c'est l'absence de mutations résistantes à ce traitement. Mais l'avenir ? À l'avenir, pour ces sujets âgés, est-ce qu'on peut faire peut-être mieux ? l'associer avec, toujours en chémo-free, par exemple avec du Blina. Donc ça, c'est un projet de l'EWAL, le groupe européen de leucémie aiguë lymphoblastique, c'est d'associer le Pona et le Blina. Économique, tout ça. Je voudrais qu'on parle éventuellement, on profite de la présence de Jean Soulier pour approcher avec ces médicaments ciblés ITK le traitement éventuel d'une autre forme particulière de leucémie aiguë lymphoblastique qui est plus discutée aujourd'hui, enfin parce que mieux reconnue, que sont les LAL Philadelphie-like. Hein. Oui, Philadelphie-like ou alors PH1 positive, hein, selon qu'on on se rattache à une étude qui est européenne au départ ou américaine. Alors, c'est effectivement un groupe de tumeurs hétérogènes, hein, mais qui a été reconnu dans les années, depuis une dizaine d'années à peu près. En fait, la fréquence de ces pathologies était déterminée. Donc, il y en a chez l'adulte, il y en a chez l'enfant, chez l'adulte âgé également. Et on sait que ça correspond à une myriade de remaniements chromosomiques avec vraiment beaucoup de translocations différentes. Donc, la difficulté, c'est de les reconnaître. Elles sont de plus mauvais pronostics par rapport aux LAL classiques, hein, hyperdiploïdes, tel ML1, ainsi de suite. Donc toute la difficulté, parce qu'elles sont uniques, chacune ou quasi uniques, c'est de les détecter. On a des techniques maintenant, en particulier en France, de PCR multiplex, RT-MLPA qui marchent très bien. Mais on ne trouve que ce qu'on cherche. Et donc pour aller chercher plus loin, on met de façon prospective maintenant en place des stratégies un peu... qui était avant-gardiste il y a encore très peu de temps, c'est-à-dire faire du RNA-seq prospectif chez les patients avec un résultat qui doit arriver suffisamment tôt pour pouvoir traiter et intensifier les patients. Alors ça permet de mettre en place des traitements de type ITK. On sait que ça marche dans certains cas. Il n'y a pas encore d'études qui soient sorties prospectives avec ces traitements-là, mais enfin on met ça en place en particulier en France et ailleurs. Il y a également des mutations en JAK2, donc il y a des questions sur ruxolitinib. Donc on peut imaginer que, parallèlement à ce qui se passe dans les BCR-ABL, on va avoir des progrès de ce type-là dans ces autres groupes. Et effectivement, ces investigations chez le sujet âgé devraient nous apprendre des choses qui pourront être peut-être extrapolées chez les plus jeunes et aller dans ces directions-là. D'accord, donc implication du NGS, mise en évidence d'anomalies, recherche d'anomalies actionnables, comme on dit, ciblables, et quand on a pour l'instant, quand on a quelque chose, on peut essayer de traiter ce genre de choses. Avec toute la difficulté qui est que ce sont des patients finalement assez rares. Hein, et donc, on est dans quand même, c'est pas, j'ai bien compris, c'est pas si rare que ça. Enfin, je sais pas, les Philadelphie positives du sujet âgé, puisqu'on est du sujet âgé, c'est quand même relativement important. C'est quoi, c'est 30 %. Ça augmente plus tellement. Ça augmente de l'enfant à l'adulte, et puis après, ça augmente pas chez le sujet âgé. Et les Philadelphie... Ça représente peut-être une quinzaine de %, et une fraction, en partie plus importante, évidemment, de ceux qu'on ne comprend pas. Bien sûr. Voilà. Mais d'accord, ok. On va passer au sujet suivant, si vous voulez bien. On avait dit tout à l'heure, LAM du sujet inéligible à la chimiothérapie intensive, venetoclax plus aracitine à faible dose. The hypothesis was that by combining low doses of chemotherapy, which don't give very good responses, with venetoclax to lower the threshold of response to that drug, that it might enhance clinical outcomes in older patients who really can't have intensive chemotherapy. There was a phase 1 dose escalation study which investigated a number of different doses of venetoclax, and this identified venetoclax 600 milligrams to be the optimal dose when it was combined with low-dose cytarabine at a dose of 20 milligrams per metre squared, given as a once-daily subcutaneous injection for 10 days. There were 61 patients enrolled in the presentation today. These were patients aged 65 years and older and considered unfit for intensive chemotherapy. The main response rate, which is a composite of complete remission with full hematologic recovery and complete remission with partial hematologic recovery, this was observed in 62% of the treated population. And more impressively, patients who had intermediate cytogenetic risk had a
a complete remission rate of 76%. When we looked at the long-term survival outcomes from this trial, now that we have more than 1 year follow-up on all the patients treated, we observe that the overall survival rate at 12 months is 50%, which seems to be twice that from what we would expect from historical studies. On reprend l'interrogatoire. Est-ce que pour le clinicien que vous êtes, il y a une logique à faire cette association vénétoclax, agent hypométhylant? Alors, une logique, bon, pas vraiment. Enfin, il faut peut-être demander à nos amis biologistes, mais ils vont y passer après. Plus ou moins. On comprend mieux dans le lymphome, on comprend mieux dans la LLC. C'est vrai que la LAM, c'est pas forcément une pathologie vraiment d'apoptose, mais bon, en tout cas, ça semble marcher. C'est un coup de peau. Peut-être. Mais là, c'était avec de la racétine à faible dose, quand voilà, même. On associe des choses où on sait que ça marche un petit peu, la racétine, mais pas beaucoup. Mais on a essayé avec l'autre traitement de la leucémie aiguë myéloblastique du sujet âgé, le Vidasa, voilà, chercher. Absolument. Et alors, ça marche aussi ça fait pareil, c'est-à-dire que ça augmente les taux de rémission et de réponse complète et de réponse dans les deux études. Il y a deux études, une avec de la racétine faible dose, comme on sait le faire, et l'autre avec de la zacitidine. Et les taux de réponse sont clairement augmentés avec les deux. Alors, quand même assez intéressant. Avec la zacitidine, il y avait un peu moins de patients que dans cette étude, qui est un petit peu plus mature, mais... et au point de vue tox, on connaît la toxicité de la racine à faible dose. Thierry Facon nous faisait remarquer tout à l'heure, quand on avait commencé l'hématologie il y a très longtemps, effectivement, pendant très longtemps, on a utilisé ce machin-là. Et donc, on connaissait bien la toxicité. Et on a une toxicité plus importante quand on associe Aracé vénétoclax ou pas? Alors, il y a un petit peu de syndrome. Il y a un syndrome de lisse tumorale, mais c'est commencé quelques jours après. Et puis, en dehors de ça, non, c'est pas extrêmement toxique. Manifestement, ça passe correctement. On va se tourner vers notre grand scientifique, Jean Soulier. Est-ce que du côté du laboratoire, il y a une explication à l'intérêt du vénétoclax dans la LAM? On sait comment marche le vénétoclax. C'est une drogue qui a été mise en place parce que c'est un inhibiteur de BCL2. Alors, on a une diapositive pour montrer ça. Vous voyez, le vénétoclax est représenté par le petit symbole vert, là, et donc le vénétoclax va se nicher dans le sillon BH3 de BCL2. Et il va déplacer les molécules pro-apoptotiques, va déplacer BIM, qui active BAX, ça fait une perméabilité de la membrane externe des mitochondries, et donc caspase, apoptose. Alors, ce que disait un peu Mathilde, c'est qu'évidemment, on voit bien pourquoi ça marche dans les... Disons qu'on s'attendait à ce que ça marche dans les pathologies lymphoïdes, parce que l'expression de BCL2 est au cœur de la sélection des cellules lymphoïdes. Et puis, il y a des translocations BCL2, on sait que c'est impliqué dans le centre germinatif, dans la sélection également des cellules T. Bon, dans la différenciation myéloïde, c'est moins évident, mais ça a été rapporté. L'expression de BCL2, on sait que c'est exprimé dans les cellules myéloïdes. Et puis, on sait que pour que le vénétoclax marche, il faut qu'il y ait du BCL2, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir l'inhiber, donc il faut que les cellules soient primées pour l'apoptose, et donc c'est le cas. Ça a été vérifié dans des cellules primaires, d'abord dans les lignées, puis dans les cellules primaires, c'était un processus assez long, hein. Et puis dans des modèles préthérapeutiques, ça marchait, donc ça a été essayé dans une première phase 1 l'année dernière, on a eu des résultats à l'EHA, et là ça semble marcher, c'est un traitement intéressant, et puis peut-être il y a d'autres applications dans d'autres hémopathies, en tout cas c'est un médicament dont on entend beaucoup parler à cet âge, et voilà, il ne faut pas s'arrêter à la compréhension. L'incompréhension, ça veut dire qu'il y a un sujet de recherche qui va progresser dans cette thématique. Très bien, donc on va quitter la leucémie aiguë du sujet âgé pour aller vers une leucémie aiguë du sujet moins âgé. Et donc le troisième sujet de ce soir concernant la leucémie aiguë, c'est une analyse supplémentaire dans l'essai Ratify. On écoute à ce moment-là, comment elle s'appelle déjà Constance. Constance. Constance d'honneur. Ouais, enfin, on est un peu...
The RATIFY trial has in total 717 patients, and we selected the patients based on their NPM1 FLT3 ITD mutation status. And so we ended up with 428 patients who fulfilled these criteria and could be stratified in one of the 4 ELN NPM1 FLT3 ITD genotypes. First of all, we could really reproduce the ELN classification. We could really show that the ELN classification stratifying patients according to these NPM1 FLT3 ITD genotypes is reproducible, that we can really confirm this kind of classification. And what we also could show is that in particular patients with the NPM1 mutant ITD low genotype, one of these 4 genotypes, that they do significantly benefit from midostaurin therapy. And this is of major clinical importance because this shows us that these patients should not be assigned to allogeneic stem cell transplantation because they do benefit from midostaurin in a significant way. Bon, d'un complément d'étude, de cette étude qui, on se rappelle, avait randomisé midostaurin plus chimiothérapie versus pas de midostaurin pour des leucémies aiguës et un traitement de maintenance. Ce que ça nous dit là, c'est que finalement, ça marche chez les bons. Ça marche chez les bons, ça marche aussi ça marche moins bien, mais ça marche aussi quand même dans un sous-groupe mauvais. Donc ça marche quand même, quand il y a une FLT3, ça marche quand même. Mais effectivement, si on veut prendre cette classification ELN, le meilleur groupe, c'est NPM+, et un petit peu de FLT3, donc les FLT3 low, même si là, le ratio est de 0,5, ce qui est déjà pas mal. Ça veut dire qu'il y a quand même du FLT3 muté. Dans ce sous-groupe-là, ça marche très très bien. Il y a une très belle différence en survie sur ce sous-groupe le meilleur de ces 4 sous-groupes. Ces résultats ne remettent pas en cause le fait qu'on ait besoin éventuellement ou qu'on ait l'intention d'utiliser le midostaurin dans toutes les leucémies aiguës myéloblastiques, quel que soit le niveau de mutation de FLT3 ou bien quoi? Parce que c'est un peu compliqué pour moi, je veux dire. C'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de sous-groupes, mais quand même, quand on les regarde, ceux qui ont eu la midostaurin ont une meilleure survie que ceux qui n'ont pas eu la midostaurin. Donc je pense qu'on peut... On ne va pas parler pendant trop longtemps, mais il y avait quand même un certain nombre d'études complémentaires à partir de cette étude RATIFY qui ont montré des résultats qui pouvaient éventuellement prêter un peu à discussion à cet égard. Oui, il y a des histoires de censure à la greffe, il y a aussi l'histoire de la maintenance, puisqu'il y a des patients, les patients, pas tous les patients, mais la moitié des patients, ceux qui n'étaient pas allogreffés, ont continué midostaurin ou pas midostaurin sans être re-randomisés. Et il n'y a pas de bénéfice à ceux qui ont eu la maintenance midostaurin à partir de leur consolidation. Donc ça, c'était peut-être un peu décevant. Ceci dit, ils ne l'ont pas eu très très longtemps. Donc, bon, en tout ça cas, reste quand même un médicament intéressant. C'est un progrès qu'on a fait dans la leucémie myéloblastique. C'est un progrès qu'on a fait dans la leucémie myéloblastique. Dans l'essai français BIG, un amendement va passer pour qu'on puisse donner de la midostaurin à tous les patients FLT3+, que ce soit ITD ou TKD. Donc je pense c'est un progrès, c'est un petit progrès, ça s'ajoute au 3+7. Tout le monde dit toujours qu'on n'avance pas dans le 3+7, on avance un petit peu quand même. Donc, Et il y a eu d'autres inhibiteurs de FLT3 qui ont été montrés à l'ASH, on n'a pas le temps d'en parler, mais qui montraient des résultats aussi très intéressants apparemment. C'est ça, hein. Moins avancés, mais déjà intéressants. Aussi. Dans un domaine assez proche, mais qui précède la leucémie aiguë, on a parlé beaucoup de l'hématopoïèse clonale avant les cancers. Jean Soulier, qu'est-ce qu'il en est? Maintenant 4 ans qu'on entend parler énormément d'hématopoïèse clonale. Ce phénomène a été mis en évidence par l'équipe de Benjamin Ibert, par Timley. Il y avait eu deux New England en 2013. Il y a une diapositive où vous voyez cette courbe là à gauche. En fait, c'était une image qui a été extrêmement montrée partout. C'est le fait qu'on ait des clones qui augmentent avec l'âge et au-dessus de 70-75 ans, avec une sensibilité de 2%. Plus de 15 ou 20% des gens ont des clones. Et puis en fait, si on va plus profond, maintenant il y a des techniques qui permettent de séquencer extrêmement profondément. On a tous des clones et on a des clones finalement depuis la conception jusqu'à chaque division cellulaire. On accumule des mutations et donc on a ces clones. Alors la question c'est évidemment, et là c'est un peu progressé, c'est de dire est-ce que ce sont des états leucémiques potentiels? Donc dans les papiers initiaux, ils essayaient de tourner un peu les chiffres pour montrer que oui, c'est probable, mais ce n'est pas encore si clair. Et puis surtout, que faire hein, si on vous dit que vous avez une chance de développer ou un risque de développer une leucémie, ou si c'est JAK2, un SMP dans les
dans les 20 ans à venir, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez peut-être surveiller un peu plus, traiter? Ça, on ne sait pas. C'est en tout cas prédicteur de maladies cardiovasculaires. Ça a été montré, c'était d'emblée dans les études initiales du New England et du Cell Report. Et puis ça s'est confirmé. Il y a même un papier récent qui a montré un peu de mécanistique en montrant que les clones TET2 provoquaient un état inflammatoire et que voilà, ça contribuait dans un modèle murin TET2 prédisposé et de prédisposition à l'athérosclérose, à faire de l'athérosclérose. Donc ça, c'est quelque chose qui est bien établi. Et puis, il a été montré également que dans cette hématopoïèse clonale, il peut y avoir des clones P53. Eh bien, ces clones sont sélectionnés par le stress soit exogène, par exemple la chimiothérapie. On sait quand on traite les patients par chimiothérapie, ils peuvent faire des leucémies secondaires qui sont souvent P53. Ces clones préexistent et ils vont être sélectionnés dans un état de stress, ils vont mieux survivre que l'hématopoïèse normale. Donc ça, on va les amplifier. Et enfin, il y avait un abstract dans la multitude d'abstracts qui ont été montrés. Il y en avait un de l'équipe de Hollande, d'Erasmus, qui montrait que quand on regarde la maladie résiduelle sur la base des mutations, c'est un peu l'inverse de ce que je viens de dire, mais ces populations clonales ne doivent pas être prises en compte comme un marqueur tumoral, puisque c'est prétumoral. Et en fait, ça ne signale pas que la maladie résiduelle est élevée. Et si on enlève les mutations qui sont fréquentes en hématopoïèse clonale, c'est DNMT3A, TET2, ASXL1, on appelle ça DTA, à ce moment-là, les autres sont extrêmement prédictifs. Voilà. Et puis, il y a eu on a entendu beaucoup de communications sélectionnées, donc de Tim Lay, de Benjamin Ibert, qui a eu le prix cette année, et un des prix de la H. Donc on est vraiment dans des essais, on va vers des essais d'épidémiologie avec des dizaines de milliers de patients pour savoir finalement qu'est-ce qu'on peut prédire chez les patients. Pas certain qu'on puisse faire quelque chose. Voilà. Merci Jean. Un sommaire rapide pour ce qui concerne les leucémies aiguës, donc l'introduction des thérapies ciblées là aussi, oui. Avec des découvertes, Venetoclax qui nous surprend, l'apparition de médicaments anti-FLT3, déjà certains installés, d'autres qui arrivent derrière et qui vont probablement révolutionner les choses. Bref, pour moi, il m'a semblé que c'était une année qui était une année intéressante pour les leucémies aiguës parce qu'il y avait pas mal de choses nouvelles. On avait l'impression qu'il y avait quand même des modifications. On n'a pas parlé des anti-IDH1 et IDH2. C'est dommage, on n'a pas le temps, mais c'est quand même aussi quelque chose d'intéressant. Ouais. On nous posait la question de savoir si on aurait des résultats supplémentaires en 2022. Indiscutablement, il y aura des résultats en 2022. Il y a toujours des résultats en 2022. Je ne suis pas sûr qu'on aura la réponse à toutes nos questions, mais enfin, il y aura certainement des éléments intéressants, ne serait-ce que par tous les essais qui sont mis en route. Et on va aborder la dernière thématique de la soirée avec la thématique sur les lymphomes. 3 sujets, lymphome de Hodgkin avec l'étude de Échelon 1 présentée par Joseph Connors de Vancouver, le suivi à long terme de l'étude ZUMA 1, un essai de CAR-T-cell anti-CD19 dans des lymphomes agressifs réfractaires par Sadvan Nelapu de Houston, et enfin l'utilisation de l'ibrutinib à 3 ans et demi chez les patients porteurs d'un lymphome du manteau présenté par Simon Rule de Plymouth. Merci beaucoup, on y va. We enrolled 1,334 patients in 218 centers from 21 countries around the world. And we looked at patients with stage 3 or 4 Hodgkin lymphoma, the kind of patients that would have expected about 3/4 of the patients to be cured by their ABVD, the standard recipe. And half of the patients in the trial received the new recipe, which is AVD plus brentuximab with the bleomycin taken out. When the dust fully settles and we look at the primary endpoint, 1/4 of the patients that would have experienced a failure of the treatment and not been cured by their primary chemotherapy were cured with the new recipe that we've used. This means that a new option is available for clinicians to consider, and we were able to establish that this can be given within the bounds of what most clinicians and most patients would regard as acceptable levels of toxicity. Now it's incumbent on additional analyses to be done to see if that benefit was only shared by some of the patients, to do the pharmacoeconomic analyses to determine if this is a sensible thing for healthcare systems to take on. And we intend to mine the data from this trial to answer some of those subsidiary questions. Bon, Guillaume. Bonjour Noël. Une étude. Oui, bonjour. Une étude en session plénière.
Brintuximab AVD versus ABVD, franchement, ça le méritait ou pas? Il y a un petit P d'intérieur, il y a... Alors, bon, voilà. Bon, en deux mots. Merci d'aborder le problème, parce que je pense que c'est important d'en discuter. C'est effectivement un essai qui a été présenté en plénière par Connors et qui s'intéresse donc au lymphome de Hodgkin stade 3-4 et qui va donc tester l'ABVD standard, JNJ15 pour 6 cycles, versus le même ABVD sans la bléomycine et donc le brintuximab. Donc, plusieurs remarques sur l'ensemble de cette présentation. La première, c'est d'un point de vue méthodologique. On sort les patients, donc après, on fait un TEP à C2, ce qui paraît légitime, mais on sort les patients qui ont un 2,5. Puis ensuite, on en fait un à la fin du traitement et on ne fait rien d'autre entre les deux. La deuxième chose, c'est le endpoint, où on prend une PFS qu'on dit modifiée, ce qui a suscité beaucoup d'émoi pendant toute la séance. Qu'est-ce que c'est que cette PFS modifiée? Donc on prend les patients qui progressent, les patients qui décèdent, mais aussi les patients qui ont un Deauville 3, 4 ou 5 à la fin des 6 cycles. Alors bon, ça a suscité beaucoup d'émoi dans l'Assemblée, beaucoup de critiques. En fait, le papier de Connors est sorti au moment de l'ASH, on a pu regarder. Les Deauville 3, il n'y en a vraiment pas beaucoup finalement. En plus, c'est équilibré dans les deux bras. Donc je ne pense pas que ça change fondamentalement le résultat. Alors ce résultat, qu'est-ce qu'il est? Ce résultat, il est qu'on gagne globalement 5%, ça on passe de 77 à 82% de PFS à 2 ans, un hazard ratio à 0,77, un petit P qui n'est pas extraordinaire comme tu l'as donné, 0,03. C'est pas moi, c'est Connors. C'est pas extraordinaire. Jimmy. Voilà. Quand on regarde le forest plot, en plus, pratiquement tous les intervalles de confiance croisent la barre des 1. Ouais. Donc, difficile de dire grand-chose. Je voudrais simplement rappeler que dans le AHL 2011, un essai dont on va reparler tout à l'heure, la PFS à 2 ans, c'est 90%, enfin 88 et 91%. Donc on a quasiment 10% de moins dans cet essai que ce qu'on nous fait, nous, en France. Et à quel prix, en plus? Tu m'as pas posé la question, mais à quel prix? Non, mais j'allais y venir, forcément. À quel prix? Deux prix, le prix toxique et le prix, enfin la toxicité financière et la toxicité médicale. Du prix toxique, c'est effectivement juste. C'est-à-dire qu'on a une incidence de neutropénie fébrile qui est quand même significative, 19% versus 8%. On a aussi des neuropathies tout grade, 67% versus 43%. Alors, il a tout fait pour nous rassurer. On peut mettre du GCSF quand il y a une neutropénie. Merci, Monsieur Connors. Et puis, les neuropathies vont diminuer lorsqu'on va arrêter le brintuximab. Bon, oui, OK. Mais je trouve que c'est cher payé pour un bénéfice clinique qui n'est pas évident. Et puis, le troisième point, c'est est-ce que vraiment c'est applicable en France dans nos pratiques? Vous savez que au LISA, on a conduit un essai qui s'appelle AHL 2011, qui repose sur une désescalade des traitements, commençant par du BICOP, puis en désescaladant. Ça repose sur un principe, c'est que la valeur prédictive négative d'un TEP après C2 dans le Hodgkin est bonne, 90%, permettant de dire que lorsqu'il est négatif, on peut désescalader sans risque, alors que la valeur prédictive positive du TEP après C2 dans le Hodgkin, elle n'est pas très bonne, 50-50%. Donc si on veut augmenter, on risque de la toxicité parfois chez des patients qui ne sont pas, pour lesquels ce n'est pas utile et qui n'auront pas de bénéfice. Ouais, c'est ça, oui. Donc l'applicabilité en France est très faible. Et si on rajoute la dernière remarque que tu fais, c'est-à-dire le coût, alors je ne l'ai pas mesuré, mais on sait tous que la BVD, ça ne va pas valoir grand-chose. Et on soupçonne tous que le brintuximab, l'AVD, ça doit coûter un peu de sous. Il y avait une logique de mettre 2 alcaloïdes de la pervenche, le védotin et puis la vindésine de la BVD. La logique, c'est de cumuler les toxicités, puisqu'on a vu l'augmentation des neuropathies. Je ne suis pas certain qu'il y avait une réelle légitimité en termes de mécanisme d'action, parce qu'effectivement, 2 mécanismes d'action, en général, on essaye de faire plutôt que synergie. Mais l'objectif, c'était de diminuer l'utilisation de la bléomycine, de manière à essayer de diminuer la toxicité pulmonaire, ce sur quoi il s'est appesanti lourdement quand il a montré ses résultats en disant « oui, on a de la toxicité neurologique, mais on n'a au moins pas de toxicité pulmonaire ». Absolument, sachant que cette toxicité pulmonaire n'était pas très très fréquente, moins de 10%, et c'est vrai que dans nos pratiques quotidiennes, on en voit quand même de temps en temps. Maintenant, avec les Sératol, on n'a plus besoin de exactement, chez les patients qui sont effectivement en réponse complète après 2 ABVD, on peut se passer de la bléomycine. On va arrêter là parce que ça ne valait pas la séance plénière et ça ne vaut peut-être pas le coup de s'apesantir de façon trop prolongée là-dessus. On va lancer le deuxième sujet qui me paraît beaucoup plus intéressant sur l'essai Zuma 1. What we are presenting today is the updated results on the ZUMA-1 study. The ZUMA-1 study is a
a phase 2 trial of axicabtagene ciloleucel, which is a form of CD19 CAR T-cell therapy. It is also called as Axicel in patients with refractory diffuse large B-cell lymphoma. We treated a total of 108 patients on the study, and we now have a median follow-up of 15.4 months. And at this median follow-up, we find that the best overall response rate is 82% in this highly refractory patient population, and the best CR rate is 58%. And 42% of those responses are ongoing, with 40% remaining in complete remission. The one-year time point, 56% of these patients are still alive, and it's projected that the estimated overall survival rate at 18 months is 52%. So we have done a number of different analyses to try and see if we can identify predictive biomarkers that can identify patients who a priori who might respond, who might not respond. To date, we have not been able to identify any predictive biomarkers, but what we've done so far is to look at the progression biopsies and to see at the time of progression, can we understand what is the mechanism of resistance in these patients? And what we found was that in the very preliminary analysis of about 21 patients, about a third of these patients lose the antigen, the CD19, at the time of progression, and 2/3 of the patients have upregulation of an immune checkpoint molecule called PD-L1, which can potentially inhibit the function of CD19 CAR T cells. Bon. CAR T-cell dans l'info. Je sais bien que chez nous, c'est un peu l'arlésienne, mais enfin quand même des résultats qui sont extrêmement intéressants. C'était taux de réponse. Voilà, c'était la session des lymphomanes ce lundi matin qu'il fallait pas rater, avec 3 communications sur les CAR T-cells, 3 études avec 100 patients, hein, donc chacune, donc ça commence entre 90 et 110 exactement pour être précis. Donc on commence quand même à avoir des données, effectivement aucune donnée quasiment issue de la France, hein, mais on a quand même des données qui nous permettent de commencer à réfléchir sur ce que font les CAR T-cells. Donc 3 CAR T-cells, un globalement qui s'appelle Kite, donc va être développé avec... Non, t'es pas capable de répéter comment il s'appelle, mais on va pas t'en vouloir. Non. Un autre dans l'essai Juliette, hein, qui est développé par l'unité de Pennsylvanie avec un autre laboratoire, et puis un autre laboratoire qui développe un autre CAR T-cell qui s'appelle Juno, on va dire. Hein. Donc 3 études avec substantiellement une centaine de patients, et donc des taux de réponse qui sont quand même assez reproductibles, aux alentours de 50-55%. Hein, réponse, quand tu parles de réponse. Réponse complète. Voilà, non, mais il faut le préciser quand même. Et réponse objective à peu près dans 70%. C'est ça, oui. Et la chose sans doute la plus intéressante, c'est que ces patients qui sont répondeurs semblent avoir des durées de réponse qui se prolongent, donc c'est des vraies bonnes réponses qui semblent se prolonger. On a la plupart des réponses sont des réponses assez rapides qu'on observe dès le 3e mois. On a, dans la publication qui est sortie sur celle de Kite, là, en même temps, on a quelques patients qui se transforment visiblement de réponse partielle en réponse complète. C'est ce qui semble être le cas, mais globalement, on obtient la réponse dans les 3 à 6 premiers mois et elle semble durable. On a aussi des réponses dans ce papier qui ont duré plus de 2 ans, donc je pense que c'est quelque chose qui est important. L'étude de Kite étant celle qui avait le plus long suivi médian à 15,7 mois, comme l'a dit notre collègue. Ce même collègue a comparé un petit peu de façon rétrospective avec l'étude de Crump, vous savez, où on reprend l'ensemble des réfractaires, et avec des analyses statistiques dont la méthodologie est d'une fiabilité importante, montre qu'on multiplie le taux de réponse complète par 5, qu'on multiplie la survie à 1 an par 3 et qu'on réduit le risque de décès de façon très importante. Par rapport à ce qui se passe quand on ne fait pas des CAR T-cells chez des patients qui sont dans des situations analogues. Là, voilà. C'est Scholar, là, enfin. Oui, c'est Scholar One, publié par Crump dans Blood 2017, cet été. Donc c'était une deuxième communication aussi dans cette même session. On est sous le charme, là, non seulement de tes propos, bien évidemment, mais également des CAR T-cells. Mais est-ce qu'il n'y a pas un côté obscur? Alors, moi, je pense qu'il y a des limites. Il faut qu'on ait conscience des limites précises de ces études. La première, c'est que pour 2 de ces études, entre l'inclusion du patient et la réalisation de l'injection, on a perdu 1/3 des patients. 1/3 des patients qui ne sont pas allés jusqu'à l'injection pour des raisons qui sont soit liées à la progression, même si une chimiothérapie était possible, soit à des incapacités de production. Et chose importante, c'est que tous les résultats qui nous sont fournis ne sont jamais des résultats en intention de traitement. Donc, à la différence de cette étude Kite où il y a 91% d'éligibilité, donc c'est un peu étonnant, comment est-ce que
eux arrivent à avoir 91% d'éligibilité. Ils disent eux-mêmes avoir un délai médian de fabrication d'à peu près 17 jours, alors que pour Juliette, on est plutôt à 49 jours, je crois exactement. Donc il y a des choses qui sont très diverses en termes de production. Donc ça constitue un enjeu, mais pas oublier que les résultats qu'on voit sont des résultats qui ne sont pas en intention de traitement et que donc on perd un tiers des patients qui n'auront pas été traités. Et donc ça, je pense que c'est important. La deuxième limite, et vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure parce que je vous ai écouté, dans le myélome, c'est la toxicité. Même si incontestablement, je pense que les équipes qui font ces carticelles et qui administrent ces carticelles gagnent en expertise et que des guidelines commencent à être publiés et il y a une vraie prise en charge des syndromes de relargage de cytokines et des effets toxiques, ça reste quand même préoccupant. Il y a 3% de décès dans 2 de ces études et il y a des syndromes de relargage de cytokines grade 3-4 qui sont variables aux alentours de 10-15% pour les 2. Et il y en a une où il n'y a quasiment pas de relargage de cytokines, je crois qu'ils mettent 0. Et puis il y a les effets, ces relargages de cytokines, d'ailleurs, ce qui est assez intéressant, c'est que ça survient très précocement, dès le 2e jour, et globalement, ça dure très peu de jours, c'est-à-dire à peu près 8 jours en médiane, on va dire. Et puis le 2e, qui apparaît d'ailleurs vers le 5e jour, et qui dure un petit peu plus longtemps, c'est la toxicité neurologique avec des choses qui peuvent être quand même de l'ordre du coma, de l'encéphalopathie, donc c'est assez important. Donc la question qui se pose aujourd'hui, c'est les mécanismes d'action, les mécanismes de survenue de ces CRS, on comprend assez, et de cette neurotoxicité. On comprend peut-être un petit peu moins bien la neurotoxicité. Ce n'est pas le moment de demander à Karine de nous faire un petit point sur les carticelles, parce que je pense qu'elle a quelques idées quant à la possibilité d'explication de ces problèmes neurologiques. Karine ? Enfin un peu d'immunologie. Non, tout à fait. Si on reprend la diapositive qu'on a déjà présentée tout à l'heure, donc 2 points, je pense, qui étaient intéressants dans ces études lymphome, en dehors, encore une fois, des résultats cliniques majeurs présentés, c'est donc la problématique quand même des rechutes. Premier élément dans ces rechutes, c'est la perte de l'expression de la cible. Et ça, c'est quelque part classique en immunothérapie. Si on cible une seule molécule, sous la pression de sélection de ces quartiers qui sont efficaces, on va perdre l'expression de la cible. Et donc, tant qu'on ciblera une seule molécule, on verra émerger, chez un certain nombre de patients, des rechutes dues à la perte de la cible. Deuxième mécanisme, là aussi un peu attendu, c'est l'expression au sein de la tumeur de molécules suppressives, notamment PDL1. On sait depuis maintenant longtemps que PDL1 est induit par l'interféron gamma. Or, finalement, les CAR-T, c'est quand même des cellules qui produisent beaucoup d'interféron gamma. Et donc, on va avoir des tumeurs qui vont se mettre à exprimer PDL1, qui va donc pouvoir inhiber l'effet de ces CAR-T. Il y a aussi eu des présentations qui montraient un rôle pour IDO. Je vous rappelle que IDO, l'indolamine 2,3-dioxygénase, c'est l'enzyme qui permet de faire des bébés. C'est comme ça, c'est la tolérance fœto-maternelle. Oui, je vois que tu me regardes. Les bébés, c'est pas juste les 3 premières minutes, c'est 9 mois de gestation. Et donc, pendant ces 9 mois de gestation, on tolère un fœtus incompatible grâce à IDO. Et IDO, c'est également une enzyme surexprimée dans les tumeurs et qui donc a un effet immunosuppresseur. Tout ça, ça se produit lorsqu'on fait des CAR-T. Et on peut très bien imaginer qu'à l'avenir, on ait des CAR-T modifiés, par exemple, n'exprimant pas PD-1. Il y a déjà beaucoup de travaux qui sont en cours là-dessus, qui leur permettent d'optimiser l'efficacité clinique. Et puis, concernant la toxicité, donc on a dit 2 grands types de toxicité qui sont probablement liés en réalité, enfin en tout cas avec des liens de l'un à l'autre, puisque la toxicité neurologique, et en tout cas, il y avait une présentation à l'ESH et puis il y a un papier qui est sorti comme toujours en même temps, qui montre qu'il y a une activation des cellules endothéliales, notamment sous l'effet de ce relargage de cytokines, et que cette modification de la barrière encéphalique va être associée à ces risques d'encéphalite et de toxicité neurologique. Donc quelque chose qui, on l'espère, va s'améliorer. Et puis je voudrais juste quand même faire un petit point, c'est la slide suivante, parce qu'on parle beaucoup finalement des molécules d'activation du signal, 4,1-BB, CD28, mais en fait ça correspond à des activations d'effecteurs différents selon la molécule CAR qu'on va utiliser. On va avoir soit des cellules T qui vont avoir tendance à survivre plus longtemps, donc avec une mémoire, une efficacité peut-être à long terme, soit des molécules des cellules cytotoxiques de façon plus rapide, et la combinaison des deux sera peut-être l'avenir. C'est toujours lumineux, Karine, c'est toujours lumineux. On va passer au sujet suivant, parce que je crois qu'on a tout dit sur les CAR T-cells, leur efficacité, leur mode de fonctionnement, les espoirs. Donc le dernier sujet, c'est le lymphome du manteau et l'ibrutinib.
This is a pooled analysis of 3 trials that have used single-agent ibrutinib in patients with relapsed refractory mantle cell lymphoma. So this is looking at all patients. So this is 370 patients within 3 trials, 2 phase 2 single-agent trials and 1 a randomized phase 3 trial with ibrutinib as one of the comparators. The take-home message is that the earlier you use the drug in the therapy of the patient, the better the outcome. And if you use the drug at first relapse, it is significantly better than if you use it later. So, the headline figure for progression-free survival using ibrutinib as a single agent, it's 13 months. But if you look at patients, first relapse, it's 33 months. So it's miles longer. The other thing that we were able to show for the first time is that early treatment actually got fewer side effects. Yes. So if you're using the drug later, you get more toxicity. The implication is the earlier you use the drug, the better the outcome. So the next step is clearly if we use it frontline, is it better still? And there are trials. I have a trial running in the UK of ibrutinib with rituximab against standard chemotherapy, asking that very question in a randomized fashion, using it frontline, is it better than chemotherapy? Guillaume, pour finir cette soirée en beauté, est-ce que vous pouvez nous faire un résumé de l'ASH pour les lymphomes à cellules du manteau et les lymphomes folliculaires? Alors, on va reprendre juste la communication de Simone Roule pour compléter un petit peu son message. C'est vrai qu'il faut utiliser l'ibrutinib dès la première rechute parce qu'on a une meilleure PFS et une meilleure survie qui n'est pas atteinte lorsqu'on a simplement un traitement antérieur. Je rajouterai le deuxième message qui est qu'on a une durée de réponse chez les patients qui sont en réponse partielle qui est faible. Donc il ne faut pas oublier de diriger les patients qui sont éligibles pour une allogreffe vers une allogreffe. C'est vrai que ceux qui sont en réponse complète ont une durée de réponse qui est de quasiment 56 mois, donc qui est significativement important, et que là on peut se poser la question avec le patient de l'allogreffe. Je pense que ça c'est quelque chose qu'on peut discuter avec le patient et qui est légitime. Pour ce qui est des lymphomes autres indolents, en premier lieu le folliculaire, on a eu Gilles qui nous a fait la mise à jour à 10 ans du PRIMA. Je rappelle à tout le monde, c'est l'entretien versus pas d'entretien après une immunochimiothérapie par R-CHOP ou RCVP globalement. Il sourit. Ah non, je ne dis rien, je bois tes paroles. C'est parfait. Donc on a quand même une PFS à 10 ans qui est à 51% versus 35%. Lorsqu'on regarde en médiane, ça veut dire qu'on a gagné 6 ans de médiane de PFS, qui est quand même relativement important, et ça se traduit en termes de temps avant le prochain traitement du lymphome, ce qui est quand même un bénéfice essentiel pour nos patients. J'étais avec les Américains, après, j'ai l'impression qu'ils s'en foutent, mais pour nous, je pense que c'est vraiment important. Ils s'en foutent, oui, je confirme. Oui, ils s'en foutent complètement. Moi, je pense que quand on dit à un patient qu'il a une grande probabilité de ne pas être traité avant plus de 10 ans, je trouve que c'est bien, et gagner 6 ans sans traitement. Pour le médecin américain, ça fait moins de fric dans sa poche. Continuons. Et là, le petit message de Gilles à la fin, c'est qu'il regarde ce fameux... alors, est-ce qu'on est guéri? Parce qu'effectivement, en termes de survie, on est à 80%, ça ne change rien. Pour la maintenance, c'est ça qu'utilisent les Américains comme argument. Mais malgré tout, on a des survies qui sont tellement importantes que dans une population qui a une moyenne d'âge au diagnostic de 65-67 ans, ne pas avoir de retraitement avant 10 ou 15 ans et avoir une survie qui est sans doute aux alentours de 20 ans, le concept de guérison pour le patient doit changer. On doit sans doute modifier notre discours dans la façon dont on appréhende cette maladie. Et puis il termine par quelque chose qui a été à la mode l'année dernière et qui l'a été un petit peu avec les patients qui progressent dans les 2 premières années. Effectivement, les patients qui progressent dans les 2 premières années, Noël, sont de moins bons pronostics que les autres. Donc ça, c'est une évidence. Mais ça doit nous aider à d'abord utiliser le meilleur traitement. Et Carla Casulo montre qu'il y a 30% de patients qui progressent pendant les 2 premières années dans ce marasme de 13 études où la plupart, il n'y a pas eu de rituximab, versus les données de Gilles, 16%. Donc faire une immunochimiothérapie plus un traitement d'entretien, ça permet de réduire ces patients. Et puis la vraie question qui est posée par cette POD24, c'est comment est-ce qu'on reconnaît les patients qui ont progressé dans les 2 ans? C'est la question fondamentale. On n'aura pas forcément le temps beaucoup d'y répondre ce soir, on aurait bien aimé, mais je vous rappelle que Karine Tart, dans son éducationnel, puisqu'elle faisait l'éducationnel à l'H, et que vous savez qu'on peut avoir les programmes d'éducationnel et les commentaires sur Internet, allez voir, c'est remarquable comme d'habitude. Et donc... je pense qu'on va être contraint d'interrompre ici. C'est dommage, on avait encore pas mal de choses à dire. Dans les lymphomes, c'est peut-être l'endroit dans les lymphomes où, en dehors de la confirmation des très anciens, on n'a pas eu de trucs très modernes. Le CAR-T-cell qui se confirme, on avait déjà entendu, mais sinon, les nouveautés, pas terribles, enfin, pas énormément. On devient exigeant, mais enfin, 3 études de 100 patients qui nous donnent des taux de réponse. Non, je dis pas que c'est pas rien, je dis pas, mais je veux dire,
On a vu tout à l'heure les myélomanes, 20 patients. Dans le bédifère grande cellule, ce qui marche, c'est Quand même. le carticelle. Ouais, non, mais d'accord, c'est pas mal. Bon, merci à vous tous d'être fidèles à ces rendez-vous, d'avoir participé à notre programme, d'avoir envoyé des questions. Merci au comité scientifique de ces nouvelles rencontres de l'âge 2007. Et puis, merci à Janssen pour leur fidélité, la pérennité de leur engagement à nos côtés pour vous proposer ce programme qui nous paraît indispensable à l'amélioration de nos pratiques et aux soins que nous apportons à nos patients. Bonne fête de fin d'année et puis à l'année prochaine peut-être. Joyeux Noël. Merci à tous.